quelques absents. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de résolution de problèmes en utilisant ce qu'on appelle le backtracking ou retour arrière. Et donc, on va se poser la question un petit peu, ce que c'est que résoudre un problème. Donc, résoudre un problème, c'est quoi? C'est avoir quelque chose... Tiens, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par celui-là, je vais vous présenter après, parce que c'est là que je vais avoir quelqu'un qui me filme. Voilà, donc, c'est pour ça qu'il faut que tu filmes. Hop, voilà. Donc, ça, c'est un petit jeu de logique évolutif qui s'appelle Cache-Cache Pirate. Et le problème est le suivant. J'ai ici un plateau avec... Ah, pardon, je vais vous le mettre en grand, que vous voyez ce qui se passe. Voilà. Donc ici, j'ai... Hop, on va le mettre dans ce sens-là. J'ai 4 cases, vous voyez, avec différents symboles. J'ai 4 pièces qui ont des formes diverses et variées. Et puis, j'ai un petit livret de problèmes qui me dit exactement ce que je dois réussir à faire apparaître en mettant mes 4 pièces sur les 4 cases. Donc là, par exemple, je dois faire apparaître ici les 4 bateaux, enfin 5 bateaux blancs exactement. D'accord? Et donc, pour ça, je peux essayer de mettre cette pièce comme ça, cette pièce comme ça, pourquoi pas, celle-là ici, et là, est-ce que j'ai résolu mon problème? Non. Donc, je vais essayer différentes façons. Peut-être qu'il faudrait que je mette celle-là ici, et puis peut-être que celle-là irait là, et puis celle-là ici, ou peut-être celle-là ici, jusqu'à temps que je trouve quelque chose qui marche. D'accord? Évidemment, je n'ai pas le droit de faire apparaître autre chose que ce qui est indiqué. Ça, ce serait une erreur. Donc, voilà un exemple de problème. Alors, maintenant, je vais passer temporairement sur mes transparents. Donc, il faut que je revienne. Je le fais bien. Ouais, c'est super bien. Voilà. Donc, par rapport à ça, déjà, il se peut très bien qu'un problème présente une ou plusieurs solutions. Donc là, je vous ai illustré ça sur un labyrinthe, dont je trouve à la sortie. Eh bien, on s'aperçoit ici que j'ai un chemin qui est celui-là, mais j'ai un autre chemin qui est celui-là. Après, dans certains cas, ce que je recherche comme solution, c'est la situation, c'est-à-dire la case de sortie, celle-là. Dans d'autres cas, ce qui m'intéresse, c'est le chemin, c'est comment j'ai réussi à accéder à la sortie. Et puis même quand j'ai plusieurs solutions, eh bien des fois, je considère qu'une solution, ça me suffit. Des fois, je vais m'intéresser à ce qu'il n'y a pas une solution qui est meilleure qu'une autre. Sur ce problème-là, on pourrait penser que celle-là, étant plus courte que celle-là, elle est meilleure. Mais ça dépend du problème. Inversement, si on me dit que mon but, c'est de visiter quand même le plus possible le labyrinthe, eh bien, peut-être que celle-là est meilleure. Après, si je m'autorise à faire des allers-retours, peut-être que carrément, je devrais faire quelque chose qui serait comme ça, et ce sera encore meilleur. Mais ça dépend du problème. Donc voilà un petit peu le genre de choses auxquelles on va s'intéresser. Et quand on a ça, la première chose qui va se poser, et j'aurais pas dû employer le mot problème parce que du coup j'ai un double sens sur problème, c'est d'abord comment je fais pour représenter une situation. Donc ça, c'est un premier problème qui va se poser, ça dépendra complètement de ce qu'on veut résoudre. Et là, je vais essayer de vous le montrer justement sur différents petits problèmes. Et ensuite, comment je vais faire? Eh bien, je vais générer les différentes situations possibles. À partir de là, déjà, je vais regarder ce qui m'est légal comme mouvement, comment je peux progresser. Donc par exemple, ce sera avancer là. Et à chaque fois, je vais me poser la question, là je peux avancer là ou là, etc. etc. Et puis, je peux éventuellement regarder, à force de générer pour chaque situation, ce que je peux faire après. Je peux aller comme ça jusqu'au bout et me poser la question à la fin, mais est-ce que la situation que j'ai obtenue, elle me satisfait ou pas? Donc si je suis arrivé là, est-ce que c'était satisfaisant par rapport à mon problème? Et donc je pourrais comme ça, ici, regarder toutes les cases où je peux aller et chercher la case qui est effectivement la case de sortie. D'accord? Donc voilà, ça c'est la première chose qu'on peut faire, c'est générer toutes les situations et à la fin se demander lesquelles sont des situations valides. Alors, quelques exemples de problèmes où ça peut s'appliquer. Donc cache-cache pirate, je viens de vous le montrer, on verra que ça va vous servir d'exemple après. On a un autre problème, pas tout de suite, c'est le problème des gratte-ciel. Le problème des gratte-ciel, je vous l'ai mis ici, donc c'est extrait ça de Tangente Jeu et Stratégie. Feu Tangente Jeu et Stratégie, qui avait essayé de reprendre la main après Jeu et Stratégie, mort bien longtemps avant. Et donc voilà le problème des gratte-ciel. J'ai une grille, ici comme ça,
qui est censé représenter une ville type Manhattan, avec ici des contraintes de visibilité depuis l'ouest, depuis l'est, depuis le nord et depuis le sud. Donc ça veut dire que depuis ici, je dois voir exactement 2 gratte-ciel. Depuis là, je dois voir exactement 4 gratte-ciel. Sachant qu'évidemment, un gratte-ciel d'une certaine taille va cacher tous les gratte-ciel plus petits, et que la contrainte, c'est que par ligne et par colonne, j'ai qu'un gratte-ciel de chaque taille, et les tailles, il y a c'est 1, 2, 3, 4 ou 10, 20, 30, 40 sur un parcours de, enfin, un carré de côté 4. D'accord? Donc voilà un autre problème. Comment résoudre ça? Qu'est-ce que j'ai mis comme autre problème? Le problème du compte est bon. Donc le problème du compte est bon, si vous regardez, ou si vous avez regardé quand vous étiez jeune, ou si vous avez regardé, vos grands-parents regardaient les chiffres et les lettres pour les plus jeunes d'entre vous. Donc ça vient des chiffres et des lettres, qui est un rassemblement de 2 émissions qui existaient avant. Une, c'est le compte est bon, donc vous avez un nombre à obtenir, 465, avec 6 autres nombres, donc par exemple 2, 3, 10, 75, 3 et puis 7. Sachant que vous n'avez droit qu'aux 4 opérations, addition, soustraction, multiplication, division, et que vous devez rester dans les naturels. Voilà, comment faire pour trouver une solution? C'est un autre problème qui peut se poser. Sudoku, c'est peut-être pas la peine que je le présente, je pense que tout le monde a entendu parler du Sudoku. Vous avez un autre type de casse-tête, l'arche de Noé. Alors, je repasse sur la caméra. Donc l'arche de Noé, à nouveau, vous avez ici un livret qui vous donne une situation de départ. Donc là, j'ai des éléments qui sont placés sur l'arche. Donc je dois les mettre exactement comme ils sont là. Et ensuite, eh bien, ce que je dois faire, c'est arriver à placer toutes les autres pièces, qui sont celles-là, de façon à ce qu'évidemment, les animaux soient dans le bon sens. Donc la lionne, par exemple, je ne vais pas la mettre couchée ou à l'envers, hein, forcément debout. Et on ne sépare pas les couples. Donc le lion doit être ensemble, les 2 zèbres doivent être ensemble, etc. D'accord? Donc c'est un autre problème qui là va être de placement, donc un peu style pavage. On a après le problème qui s'appelle Columbus Egg, l'œuf de Colomb. Je vous montre parce qu'après, quand ça tombe, c'est sûr que je vous programmer. Donc, hop, j'ai ici 16 œufs. Ici. Ah, pardon, ouais. Hop, je ne suis pas allé sur. Voilà, 16 œufs, 4 de chaque couleur. Et je dois les poser ici, sur cette grille, sachant que je sais que, eh bien, dans cette ligne-là, j'ai 3 bleus, que dans cette ligne-là, j'ai 2 rouges, et que sur l'ensemble de ces lignes-là, j'ai exactement 3 bleus, etc. Donc j'ai ça ici pour les lignes, j'ai ça aussi pour les colonnes. D'accord? Donc ça, c'est un autre problème que je vais essayer de vous illustrer un peu plus tard. Et puis, qu'est-ce que je vous ai mis encore? Écran principal. Je ne suis pas plus sur la bonne fenêtre. Et puis, le problème des n-ren, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est placé sur un échiquier de dimension n, un carré de côté n, n-ren, le juge des échecs, de façon à ce qu'aucune ne soit en prise avec les autres rennes. D'accord? Donc voilà quelques exemples de problèmes qu'on pourrait être amené à résoudre. Donc on voit que dans un problème comme Cache-Cache Pirate ou l'Arche de Noé ou les autres colons, ce qui nous intéresse, c'est la solution, c'est la situation finale finalement, alors que dans le problème du compte est bon, ce qui va nous intéresser, c'est le chemin. À la fin, c'est pas dire « Ah, c'est du cas, j'ai réussi le calcul », c'est comment j'ai fait pour le réussir. D'accord? Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'on cherche à obtenir, mais malgré tout, la démarche est la même. Il faut trouver un chemin qui mène jusqu'à la fin, sauf qu'au lieu de renvoyer que la fin, on renvoie le chemin. Alors, comment on va faire pour générer les solutions potentielles? Il y a une première version qui est de générer complètement chaque solution possible, chaque situation finalement. Donc si je prends le problème des autres colons, je peux envisager toutes les façons de poser mes 16 œufs sur la grille, et après, pour chacune, je détermine si c'est une situation qui est valide ou non, par rapport à la règle du jeu ou par rapport aux contraintes. Je distingue la règle du jeu et les contraintes, parce que si je prends par exemple le principe des gratte-ciel, j'ai une règle du jeu qui est, eh bien, j'ai un immeuble de chaque taille par ligne et un immeuble de chaque taille par colonne. Après, les contraintes, toujours sur le problème des gratte-ciel, c'est combien je vois à gauche, combien je vois à droite.
D'accord? Après, il y a une deuxième version qui va être générer un début de solution. Et je regarde tout de suite si c'est valide. Et d'ailleurs, concrètement, si on reprend le problème des autres colons, hop, je reprends ici un problème du départ. Voilà, on prend celui-là, par exemple. Ah, pardon, merci. Qu'est-ce que j'ai fait? Webcam. Voilà. Voilà. Eh bien, il est clair que quand on est un humain un petit peu intelligent, et que déjà on ne sait même pas comment on remet ce machin de façon à ce que ça respecte les côtés. Hop, alors voyons voir. Si là, voilà. Là, bon, ben, je ne vais pas m'amuser en tant qu'humain déjà à mettre un rouge là, sachant que je vois très bien que là, ben, il me faut 4 bleus. D'accord? Donc dès le départ, je refuse cette solution-là. Eh bien, on va pouvoir essayer d'envisager la même chose ici, c'est-à-dire que je vais générer un début de solution. Donc là, j'essaye le rouge sur mon situation. Si ce n'est pas valide, eh ben, tout de suite, j'enlève le rouge et je me dis, ça ne sert à rien de mettre un rouge ici. Après, je vais essayer le vert, ça ne sert à rien. J'essaye le bleu, ça marche. Donc, je passe à la case suivante. Et là, je réessaye. Un rouge, bah, ça ne marche pas, etc. D'accord? Et l'idée, c'est comme ça, c'est chaque fois que... Tiens, bon, on va repasser sur la caméra. Hop. Voilà. Donc, j'essaye le rouge, ça ne marche pas. Je reviens, j'essaye le vert, ça ne marche pas. Je reviens, j'essaye un bleu. Ah, ça marche. Donc après, je continue. Bah là, tiens, je vais essayer un rouge. Ça ne marche pas. Je reviens. J'essaye le vert, ça ne marche pas. J'essaye un bleu, c'est bon, etc. Et donc, petit à petit, je progresse. Mais si ça se trouve, à un moment, je vais me rendre compte que j'ai fait un choix qui n'est pas le bon. Et je vais être obligé de revenir en arrière sur ce choix. D'accord? C'est-à-dire que là, je peux continuer à avancer comme ça. Et puis à un moment, je vais me rendre compte que ce qui semblait marcher, eh bien, ça me rend impossible toute situation après. Si je reprends le problème des gratte-ciel, ici, bah, on va les, je vais vous le montrer sur un cas concret après, justement. Voilà. Et après, donc, c'est ce que je dis, si rien n'a été trouvé, eh bien, je vais revenir sur la décision antérieure. Et donc, on voit bien que là, bah, mon problème, c'est tout simplement, je suis en train de résoudre un problème sur 16 cases, pour le cas de mes œufs, par exemple. Puis, une fois que j'ai résolu une case, je résous sur les 15 cases qui restent, puis sur les 14 cases qui restent, etc. Avec à chaque fois, bah, j'ai un petit peu enrichi ma situation. Et donc, on voit très bien que je suis dans une approche récursive. Je vais essayer petit à petit, comme ça, d'aller jusqu'à ce que bah, j'ai plus d'œufs à placer, j'ai tout bien placé. Alors, si on regarde ici l'approche des gratte-ciel, si je fais de façon complètement naïve, ici, eh bien, j'ai un carré de 3 par 3 cases. Sur chaque case, je peux essayer le nombre 1, le nombre 2, le nombre 3, ou 10, 20, 30, peu importe. Hein. Donc, au final, par case, j'ai 3 possibilités. Comme j'ai 9 cases, ça fait 3 puissance 9 possibilités, ici, soit 19 683 possibilités. Pourquoi j'ai multiplié par 9 derrière? Je ne sais plus ce que j'ai fait comme calcul. J'ai 1, 2, 3, fois 3, 3 puissance 9. Chez... Ah oui, bon, moi je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Et donc, ça c'est une première solution. J'ai une autre façon qui serait de dire, bah, plutôt qu'à chaque fois générer tous les nombres de 1 à 3, puis tous les nombres de 1 à 3, puis tous les nombres de 1 à 3, bah, je pourrais très bien dire, bah, tiens, pour la première ligne, je génère toutes les permutations de nombres de 1, 2, 3. D'accord? Et du coup, ça me réduit, j'ai la possibilité, parce que les permutations de 1, 2, 3, il y en a factoriel 3, donc 6. Et comme j'ai 3 lignes, j'ai 6 puissance 3, soit 216 possibilités. Ici, ce qui est restreint un peu quand même ce que je dois calculer. Alors, si on regarde ici ce que ça donnerait, dans le cas des gratte-ciel, eh bien, je peux commencer par générer ici 1, 2, 3 pour la première ligne. Et puis, après, bah, je vais vérifier par rapport à mes contraintes. Et donc là, par rapport au fait qu'à droite, j'ai une visibilité de 2, eh bien, ça ne marche pas, puisque là, j'ai 3. Or, du coup, il masque les deux autres, donc j'ai ici que 1. Donc, j'essaye la permutation suivante. 1, 3, 2. Cette fois-ci, celle-là, elle marche par rapport à ça. Du coup, je vais passer à la ligne suivante. Et pour la ligne suivante, eh bien, je vais essayer 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, cette fois-ci,
ça ne marche pas par rapport à la règle, parce que j'ai 2 fois 1 dans la première colonne. Du coup, après, j'essaye 1, 3, 2. 1, 3, 2, ça ne marche pas par rapport à la règle, toujours parce que j'ai 2 fois 1 dans la première colonne. Et puis ensuite, je continue. 2, 1, 3. 2, 1, 3, cette fois-ci, ça marche par rapport à la règle. Mais par rapport à ma contrainte ici de colonne, ça ne marche pas. D'accord. Qu'est-ce que je dis? Oui, ça ne marche pas pour la colonne. Ah oui, ça ne marche pas pour la colonne. Je ne sais pas pourquoi, du coup, j'ai essayé d'aller plus loin. C'est parce que j'ai dû changer mon énoncé. Non, j'ai dû faire une erreur. Il aurait fallu barrer. 2, 1, 3, ça ne marche pas pour la colonne, normalement. Après, j'essaye 2, 3, 1. 2, 3, 1, ça ne marche pas non plus pour la colonne. 3, 1, 2. 3, 1, 2 pour la deuxième ligne, ça ne va pas marcher pour la ligne. Puisque là, ici, j'impose une visité de 1. Alors là, je vois 2, puis 3. D'accord? Et puis 3, 2, 1. 3, 2, 1. Eh bien, ça ne marche pas non plus pour la ligne. Parce que là, je vois 3 depuis l'est, alors que je ne devrais voir que 1. D'accord? Et donc, après, j'essaye 2, 1, 3. 2, 1, 3, ça ne marche pas. Et donc, je vous constate, ça, c'est que dès qu'il y a une ligne qui ne marche pas, j'essaye pas les possibilités pour les autres lignes. C'est pour ça que je dis, hop, je reviens en arrière et je repars de ma situation précédente. C'est exactement... oui, celui-là, une erreur. Après, j'essaye donc 2, 3, 1. Donc c'est pareil, j'essaye 1, 2, 3. Et 1, 2, 3, ici, je vais avoir plusieurs solutions qui ne marchent pas et j'obtiens 3, 1, 2. Et 3, 1, 2, elle marche. Pas. Alors pourquoi elle ne marche pas, celle-là? 3, 1, 2. Eh bien parce que c'est pareil, pour ma ligne, ma colonne, j'ai 2, 1, 3. Et ça ne marche pas. Du coup, je reviens en arrière, je reviens ici. Et quand je reviens en arrière, je reviens à la situation dans laquelle j'étais ici. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à comprendre dans ce phénomène de retour en arrière. C'est que du coup, je reviens à la situation dans laquelle j'étais ici. Exactement comme dans mon problème du labyrinthe tout à l'heure, si j'essaie de l'explorer pour trouver la sortie, quand j'ai fini par buter et que je n'ai pas d'autre case, je reviens à la case précédente. Donc je me retrouve exactement à la situation dans laquelle j'étais à l'étape de la case précédente. Et peut-être que j'ai exploré plein de chemins intermédiaires. Et donc en fait, quand je reviens en arrière, je reviens successivement comme ça de plusieurs étapes. C'est des lagages, ça? Alors non, c'est pas des... On peut, si, ça revient un petit peu à une sorte de lagage. On peut le voir ça comme ça. Tout à fait. Donc après, je passe sur tout ça qui ne marche pas pour différentes raisons. Après, j'essaye 3, 1, 2. 3, 1, 2, j'essaye 1, 2, 3. 1, 2, 3, ça continue de marcher. Après, je passe à 2, 3, 1. Et 2, 3, 1, ça marche. Et après, si mon but c'est de trouver une solution, mais que je ne cherche pas à en chercher d'autres, ou si je sais qu'il n'y a qu'une solution, c'est le cas de ces problèmes-là, type problème des gratte-ciel, je sais qu'il n'y a qu'une solution. Dès que j'ai trouvé une solution, je m'arrête, c'est pas la peine d'essayer les autres. Et donc on se rend compte que là, par rapport aux, je ne sais plus combien, 216 possibilités dont j'ai parlé tout à l'heure, je suis loin d'en avoir exploré 216. En prenant en compte le fait que dès que je vois qu'un truc ne marche pas, je n'essaie pas du tout de regarder tout ce qui est en dessous de l'arbre, eh bien j'économise énormément de possibilités. Et c'est comme ça qu'un problème qui pourrait sembler intraitable en termes de complexité initialement, eh bien je vais pouvoir finalement réussir à faire quelque chose avec. Et au final, voilà, j'ai calculé ici que j'ai 37 lignes de 3 valeurs chacune, et ça fait que j'ai dû générer 111 valeurs par rapport à ce que je vous avais indiqué sur le transparent d'avant. Donc j'ai quand même économisé énormément de choses à générer. Alors maintenant, effectivement, on peut se poser la question sur chacun de ces problèmes de la complexité de base. Alors si je prends le problème de cache-cache pirate, on va revenir ici sur cache-cache pirate. Donc voilà, donc ce qui ne change pas, c'est le plateau de base. Après, la seule chose qui change ici, c'est mes pièces. Alors déjà, la première chose, c'est que ces pièces, j'en ai 4. Et donc, je peux les mettre comme ça, mais je peux invertir à la position de ces pièces-là, la position de celle-là, etc. Donc la première question qu'on se pose, c'est combien j'ai de façon de disposer mes pièces en termes d'emplacement pour chaque pièce. Eh bien, c'est pas compliqué, c'est factoriel 4, puisque j'ai 4 pièces. D'accord? Ensuite, c'est pas tout, une fois que j'ai mis ma pièce là, je peux la mettre comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Donc, pour un placement donné de mes 4 pièces,
Pour celle-là, j'ai 4 positions différentes. Pour celle-là, j'ai 4 positions différentes. Pour celle-là, j'ai 4 positions différentes encore. Et pour celle-là, j'ai 2. 2 parce qu'elle est symétrique. D'accord, ici, on voit bien qu'elle est symétrique. Donc en fait, j'ai que 2 possibilités différentes. Ce qui veut dire que dans le cas de cache-cache pirate, ici, eh bien, j'ai 24 x 4 x 4 x 4 x 2. J'ai 3072 configurations à examiner. Alors, pour vous, ça peut paraître beaucoup. Si je vous dis vous faites ça bêtement, exhaustivement, pour un ordinateur, sachant que à chaque fois, ce n'est pas très compliqué d'évaluer une situation, ce n'est pas énorme. D'accord? Donc celui-là, il serait traitable de manière exhaustive. Si on prend le problème des gratte-ciel, que j'ai eu tout à l'heure, eh bien, j'ai n2 nombres à placer, puisque j'ai un carré de côté n, donc j'ai factoriel n2, mais comme j'ai chaque nombre qui apparaît n fois, c'est à diviser par n factoriel n. Voilà, donc ça fait que pour un carré de côté 2, j'ai 6 possibilités. Pour un carré de côté 4, c'est un petit peu plus grand. D'accord? Et si je reviens sur les problèmes qu'on trouvait là dans GeoStratégie, je vous ai mis quelques-uns ici, eh bien on voit qu'on commence par des problèmes de côté 4, et puis après on passe aussi à des problèmes de côté 6. Vous voyez déjà comme le nombre de possibilités a grandi entre 2 et 4, vous imaginez ce que ça peut donner pour des problèmes de côté 6. Alors au passage, je vous donnerai tout à l'heure l'URL ici où je vous ai mis les transparents, les exemples et puis tous les codes que je vais vous donner. Voilà. Ben, j'ai mis pour un carré de côté 6. Comment ça fait? Ça fait un peu beaucoup. D'accord? Donc vous comprenez bien que là, faire de l'exhaustif bête et méchant, c'est plus possible. Si on regarde un petit peu, aussi encore, le problème des œufs de colon, ben, on est un petit peu sur le même genre de choses, hein, finalement. J'ai 16 œufs. 4 de chacune des 4 couleurs, donc 16 divisé par 4 factoriel 4, ça fait exactement ce que j'avais pour les gratte-ciel de côté 4, donc 217 milliards 945 millions 728 000 possibilités, configuration étudiée. Donc là encore, je ne peux pas le faire de manière exhaustive. D'accord? Et un Sudoku, voilà. C'est la complexité du même genre, hein. J'ai un carré de côté 9, donc 81 cases, et puis j'ai 9 fois 9 nombres identiques à placer. Donc voilà ce que ça donne. Mais ça, c'est s'il est vide. C'est s'il est vide, tout à fait. Après, comme je disais, je suis dans l'hypothèse là où je génère tout, et après je vérifie ce qui est valide ou pas. Alors le problème du compte est bon. Comment je fais pour traiter le problème du compte est bon? Alors ça, c'est la question. Qu'est-ce que c'est que résoudre le problème du compte est bon? Donc, alors, ça. On va prendre un petit... Si, je vais faire ça. Nouveau. Document texte. Et puis, admettons ici, je vais vous grossir ça. Voilà, donc, je dois faire 345. Et pour ça, j'ai 2, 5, 50, 10... 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. D'accord? On a 6 nombres différents et il faut trouver le problème du compte est bon. Comment je vais faire pour résoudre ça? Alors, si on essaye de se dire, voilà, il faut que j'écrive toutes les formules qui me permettent de combiner ça, en mettant les parenthèses ici au bon endroit, c'est pas super intuitif de trouver comment les générer. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que qu'est-ce que je fais à une étape donnée? Eh bien, je prends 2 nombres parmi ceux-là, je leur applique une opération, C'est trop facile. et bien finalement, ça me donne un nouveau problème. Donc là, par exemple, je pourrais faire 50 fois 7. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, mon problème, il se résoudre à faire 345 avec les nombres 2, 5, 7 fois 50, donc 350, 10 et 4. Et ça, c'est à nouveau un problème que je dois résoudre. Et je vais le résoudre de la même façon. Je vais prendre 2 nombres parmi ceux-là, leur appliquer une opération parmi les 4 possibles, et après, je vais regarder ce que ça me donne. Alors évidemment, là, finalement c'est assez simple. Hein, je vais faire 350 moins 5, il me restera 345, 10 et 4. Et si j'ai
eh bien, le compte à obtenir dans les plaques livraison disponibles, c'est que j'ai trouvé une solution. Après, ce qui m'importe par contre, c'est comment j'ai obtenu. Donc il faut que je mémorise que là, j'avais fait 7 fois 50, et que là, j'ai fait 350 moins 5. D'accord? Et donc, ça veut dire que, qu'est-ce que je dois faire? À une étape ici, donnée ici, je dois prendre tous les couples possibles de deux nombres, et pour chaque couple, je dois essayer les 4 opérations. Et ça, je passe à l'étape suivante où j'ai un nombre de moins. Et je recommence. Donc, ça veut dire ici que au premier coup, je vais prendre deux nombres parmi 6, donc c'est 6, 2. Alors pourquoi j'ai mis ici une combinaison? Parce que quand je prends deux nombres, si je fais l'addition, c'est commutatif, donc l'ordre importe peu. Si je fais une multiplication, c'est commutatif, donc l'ordre importe peu. Si je fais une différence, comme je dois rester dans la naturelle, je peux faire que le plus grand moins le plus petit. Donc il n'y a qu'un sens qui m'intéresse. Et quand je fais une division, comme je dois rester dans les naturels, c'est pareil, il n'y a qu'un sens qui m'intéresse. Donc finalement, je vais toujours prendre mes deux nombres dans le même sens, le plus grand puis le plus petit. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est C6,2 fois les 4 opérations, multiplié par C5,2, puisqu'au deuxième coup il me reste que 5 plaques, fois les 4 opérations, etc. Et donc ça me fait maximum 2 764 800 possibilités. D'accord? Donc voilà comment on peut résoudre le problème du côté bon et surtout comment on peut déterminer un petit peu la complexité pour résoudre ce problème-là. Donc maintenant, comment je vais faire pour générer mes solutions potentielles? Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais utiliser la récursivité. Chaque problème, je vais essayer de le voir de manière récursive. Et donc, dans un cas, dans un problème récursif, je raisonne au niveau I. Niveau I, c'est je génère toutes les possibilités qui sont possibles à partir de ma configuration actuelle. Donc, si je reprends le problème ici de cache-cache pirate, eh bien, si je décide de placer ça ici, eh bien maintenant, j'ai généré ici toutes les possibilités que j'ai pour ici. Donc, ça peut être mettre celle-là dans une de ces 4 positions, mettre celle-là dans une de ces 4 positions, mettre celle-là dans une de ces 2 positions. D'accord? À partir d'une situation donnée, je génère toutes les situations à partir desquelles je peux amener. Je peux arriver. Et pour chaque situation, admettons que je choisis celle-là, eh bien, je recommence. Maintenant, c'est juste que j'ai progressé, ça c'est figé, et je dois résoudre mon problème avec ce que je dois placer là. Donc là, j'ai 2 possibilités plus 4 possibilités, d'accord, puisque celle-là est symétrique. Donc j'ai 6 possibilités, et pour chacune de ces possibilités, quand j'en choisis une, eh bien, je passe au niveau suivant, et là, j'essaye toutes les possibilités, etc. D'accord ? Voilà, alors justement, après, il y a 2 solutions. C'est soit je vais jusqu'au bout et à la fin, j'évalue. Sur cache-cache pirate, c'est possible parce qu'on a vu que 3072 possibilités, c'est pas énorme. Sur le problème des gratte-ciel, c'est plus possible. D'accord? Donc là, ce que je disais, on enrichit la configuration reçue avec le choix fait, puis on passe au niveau plus 1. Si on est arrivé à la fin, on vérifie sa validité. Si je me rends compte qu'à ce niveau-là, j'ai plus de possibilités, c'est-à-dire que là, je me suis rendu compte que quand je suis arrivé sur cache-cache pirate, là, aussi avec les 3 pièces, quel que soit ce que je fasse pour la 4e pièce, j'arrive pas à avoir quelque chose de juste, eh bien, c'est que je dois envisager autre chose. Je dois revenir en arrière pour passer à remettre en question la pièce précédente. Maintenant, attention, on a bien vu que quand je passe d'une étape à une autre, à un moment, je vais revenir. Et quand je reviens, il faut que je revienne dans l'état dans lequel j'étais juste avant. Et ça, quand on fait des appels récursifs, le problème, c'est que souvent, ce qu'on va passer, c'est des références à un objet, ou l'objet lui-même, la donnée elle-même. Et du coup, si je modifie quelque chose dans mon appel récursif, je risque de modifier ce qui était à ma situation précédente. Or, on a bien vu que quand je reviens en arrière, il faut surtout que je me retrouve dans l'état dans lequel j'étais. Ça veut dire que j'ai 2 façons de faire. Soit, quand je passe à l'appel récursif, je vais travailler sur une copie de ma situation, pour pouvoir ensuite modifier librement cette nouvelle copie sans toucher à la solution initiale. Soit je suis dans un cas où je sais que ce que je vais modifier après ne remet pas en question ce qui m'intéressait à la situation I. Si on regarde à nouveau le problème de cache-cache pirate,
ici. C'est le cas parce que, admettons que j'ai positionné ça. Je sais très bien que quand je vais passer à l'étape suivante qui est placer la dernière pièce, je ne vais pas du tout modifier le placement de ces 3 pièces-là. Du coup, ce n'est pas grave que je modifie directement la configuration de mon jeu, puisque quand je reviens en arrière, ça n'a pas bougé. D'accord? Dans d'autres situations, eh bien, genre le problème du compte est bon, où j'ai ma liste des plaques qui me sont disponibles, quand je vais passer à l'étape suivante, j'ai modifié cette liste de plaques. Or, il faut que quand je revienne, je retrouve la même liste de plaques. Donc, il faut que je travaille sur une copie de ma liste de plaques. D'accord? De façon à ce que, si c'est faux, ben, je revienne à ce que j'avais juste avant. Alors, on va regarder un petit peu maintenant le problème des gratte-ciel. Et on va envisager 3 possibilités. La première, version récursive numéro 1. Je suppose que j'ai mes cases qui sont numérotées de 1 à N2. Si j'ai un gratte-ciel de côté N. Et du coup, pour chaque case, je vais envisager les valeurs de 1 à N. Donc, si je reprends mon problème des gratte-ciel, on va se mettre ici. Classeur. Voilà. Et puis, je vais faire un truc qui ressemble à un carré. Donc, du coup, je vais commencer par générer un 1, 1. Ici, 1, 1, 1, 1, 1. Génère tout ça, j'évalue est-ce que c'est correct ou pas. C'est pas correct, je change ici, j'essaye ça. C'est pas correct, je mets une nouvelle valeur, j'essaye ça. C'est toujours pas correct, je reviens ici, j'essaye ça. Etc. D'accord? Donc ça, c'est la première solution qui est totalement inefficace, puisque dès le départ, j'aurais très bien pu dire que 1, 1, 1 ici, ça n'avait pas de sens. Deuxième possibilité, cette fois-ci, je vais faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que pour chaque ligne, je vais envisager les factoriels n permutations qui existent. Du coup, si je reviens ici, bah dès le départ, ici, je commence par 1, 2, 3. D'accord? 1, 2, 3 ici, bon, bah, je regarde si c'est valide par rapport à mes contraintes. Admettons que ce soit valide. Eh bien, là, j'essaye une nouvelle... j'essaye ma deuxième ligne, où je commence par 1, 2, 3, ça ne marche pas. J'essaye 1, 3, 2, ça ne marche pas, parce que j'ai 2, 1 ici. J'essaye 2, 1, 3, ça ne marche pas parce que j'ai 2, 3, etc. D'accord? Donc, on voit bien que déjà ici, bah, j'ai réduit parce qu'au lieu ici d'essayer 1, 1, 1, je n'essaye pas du tout les choses avec 1, 1, 1. Donc, je gagne déjà beaucoup de temps. Et puis, du coup, ce que je peux faire, c'est que bah, je peux vérifier déjà si j'attends la fin quand même d'avoir rempli la énième ligne pour vérifier que tout est correct, ou si au fur et à mesure, je vérifie si c'est compatible ou pas. Parce que par exemple, si ici j'avais comme contrainte de visibilité 1 ici, bah, dès que j'ai mis 2, admettons que là j'ai 3, 1, 2, bah, j'aurais pu m'arrêter parce que je vois qu'ici j'ai pas 1 comme visibilité. J'ai au moins 2. Quoi que je mette là, j'aurai au moins 2. Donc là, je pourrais dire, bah, ça, c'est pas la peine. Je reviens en arrière. Donc, même quand on fait ça, on peut décider si on attend que la ligne N soit remplie ou pas. Et puis, il y a encore une autre possibilité qui est, je génère case par case, mais à chaque case, je vérifie si c'est correct ou pas, compte tenu de la règle et de mes contraintes. Ce qui veut dire qu'ici, je vais essayer 1, 1, mais tout de suite, alors, je vais effacer ça. Donc j'essaye 1, 1, tout de suite je vois que ça ne va pas, donc j'essaye 1, 2. Après j'essaye 1, 2, 3, ça va. D'accord? Admettons que là j'ai eu comme visibilité 2. Bon, 1, 2, 3, ça ne va pas. Là j'ai essayé 1, 2 et 3, ça ne marche pas. Donc je reviens en arrière, je reviens ici. J'essaye 3. Et puis là, parce que j'avais déjà fait 1 et 2. J'essaye 1, bah, ça ne marche pas parce que j'ai 2, 1. J'essaye 2, ça marche. Mais ça veut dire que bah, si tout s'y commence par 1, 2, je l'ai viré. Si j'avais fonctionné avec ma génération des permutations par ligne, j'aurais malgré tout fait pour la ligne 1, 2, 3. Non, alors ici, mon cas, il ne marche pas. Et j'aurais pu tester d'autres possibilités que là, je vais éliminer. Donc, générer les permutations, finalement, ça va être moins efficace que de générer comme ça, case par case.
Parce que je vais pouvoir éliminer aussi toutes les permutations, par exemple, qui débutent par quelque chose. Dès que je me rends compte que ça ne colle pas à un moment, eh ben, j'élimine tout ça. Alors, si on regarde un petit peu ce que ça donne ici, sur 3 problèmes, avec, là je vais mettre en mode de base, alors, je n'ai même pas mis le temps. Ici on voit que j'ai quand même un temps qui croît énormément. Là si je n'ai pas mis, c'est parce que ça devait commencer à être un peu long déjà. Et qu'entre temps j'ai dû faire autre chose. Voilà, on voit qu'ici on est entre 1 et 2 secondes. Là déjà on a juste la moitié d'une taille, on passe à plus d'1 seconde. Donc là on était déjà à plusieurs dizaines de secondes. D'accord? Donc ça c'est pour l'approche. Après je vais vous montrer tout ce que ça donne en termes de code. Le problème du compte est bon. Donc là, ça va être difficile de savoir qu'on peut s'arrêter en cours de route, sauf si on tombe sur le bon compte, parce que pour tomber sur un nombre, je peux très bien passer par plus grand. On l'a vu tout à l'heure, pour obtenir 345, je suis passé par 350. D'accord? Donc je ne peux pas dire à un moment, bah, ça ne sert plus à rien de continuer. Donc ça veut dire qu'effectivement, comme j'ai dit, pour chaque paire, j'ai envisagé 4 opérations. Et pour chaque opération possible, eh bien, je vais remplacer les 2 plaques que j'ai utilisées par la nouvelle, et je recommence. D'accord? Et puis ce que je vais faire, c'est que ma nouvelle valeur, je vais la mettre en tête de ma liste. Et du coup, pour savoir quand je vais tomber sur la bonne solution, j'ai qu'à regarder si la valeur en tête de ma liste, c'est le nombre que je vais obtenir. Voilà. Mais le truc là, par contre, c'est que ce qui m'intéresse, c'est la trace. Ça veut dire que dans mon appel récursif, jusqu'à présent, enfin pour des gratte-ciel, je passais juste ma configuration. Là, il va falloir que je passe ce que j'ai fait jusqu'à présent. Pour que ce soit rajouté à ce qui va être fait à l'étape d'après, que si je ne termine pas la bonne chose, eh bien je dis, ben voilà, c'est bon, et voilà la trace qui va être fournie à ce moment-là, et je renvoie ma trace. D'accord? Bon, la solution, c'est de construire la trace à la remontée. Je sais que j'ai trouvé une solution, donc je rajoute ce qui m'a amené à ça dans ma trace. Et du coup, je vois les choses dans le sens inverse. Le problème de cache-cache pirate, donc, on peut le faire de manière naïve. Alors, j'ai une version récursive, en fait, là, c'est même itératif. Pour la 8e case, je choisis une case parmi les plaques restantes. J'envisage toutes ces positions, donc c'est 4 pour la plupart, 2 pour les autres. Et si j'ai placé la 4e plaque, j'évalue la solution trouvée. Donc ça, c'est la solution naïve. Finalement, j'évalue qu'à la fin. Mais on va voir qu'on pourra optimiser ça pour évaluer en cours de route. Le problème des autres colons, eh bien, je vais placer un des œufs restants disponibles. Et je passe à la case suivante. Et si la 16e case a été atteinte, je vais évaluer la solution. Alors c'est vrai que si je fais ça, à nouveau, je vais être dans mon chiffre en quelques milliards de possibilités. Donc on voit que ce n'est pas efficace. Et puis en plus, on va avoir un autre problème avec les œufs de colon. C'est que j'ai 16 œufs. Il faut bien que je sache combien j'ai placé d'œufs rouges, parce que quand j'en ai placé 4, je ne peux pas en placer un 5e. Mais mes œufs rouges, que je passe le premier ou le deuxième, c'est pareil. Ce qui compte, c'est qu'il est rouge. Donc, ce serait pas mal que je puisse mémoriser ce que j'ai déjà examiné comme possibilité, pour éviter de retomber sur quelque chose qui avait déjà été utilisé. Le problème du Sudoku, donc on peut procéder par case ou par ligne, donc un petit peu comme ce qu'on a fait avec les gratte-ciel. La ligne pourrait générer les permutations des nombres de 1 à 9. Et après, reste qu'on va avoir aussi un risque d'explosion combinatoire, et qu'on a vraiment intérêt à vérifier au fur et à mesure si je suis dans une situation qui me mènera forcément à un échec ou pas. Donc vérifier au fur et à mesure que les lignes sont compatibles entre elles, que les carrés restent compatibles, par exemple, que je n'ai pas d'incompatibilité avec les nombres qui sont déjà dans ma grille, ce genre de choses, pour élaguer le plus vite possible. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Pourquoi il me fait ça? C'était sur l'icône de réglage. Voilà. Allô? Ah, voilà. Alors un problème, rush hour. Un peu différent celui-là, justement. Hop. C'est la version de l'eau. Ouais. Alors, rush hour. Il en a encore plein. Donc, rush hour, quel est le problème? J'ai une grille comme ça. On me donne ici une position Il y a du lag. à la carte, ici, de placement de véhicules sur la grille. Et les véhicules ne peuvent qu'avancer ou reculer.
D'accord? C'est-à-dire que là, si j'ai mis ici mon camion jaune ici, la seule chose qu'il peut faire, c'est avancer, reculer. Il ne peut pas tourner, il ne peut pas se translater. C'est un véhicule qui n'a pas de direction. Et le but, c'est d'arriver à faire sortir la voiture rouge. Donc là, c'est pareil, ce qui compte, c'est les mouvements qui vont permettre de faire sortir la voiture rouge. La sortie est là. Ouais, la sortie est là, vous voyez ici, il y a un petit creux là. Si on fait comme ça, Il y a du lag. ouais. Voilà, on voit qu'il y a un petit creux, c'est par là que la voiture doit sortir. D'accord? Et donc là, ce qui est important, c'est le chemin. Mais le problème, c'est que si j'envisage tout ce qui est possible, mon camion jaune qui est là, il peut avancer là. Le camion jaune qui est là, il peut reculer là. Le camion jaune qui est là, il peut avancer là. Et puis à l'étape d'après, il peut reculer là. Donc on voit bien qu'il y a des situations comme celui-là où il faut que je mémorise ce que j'ai déjà examiné pour éviter de retomber sur la même situation. D'accord? Le problème ne se pose pas avec les gratte-ciel par exemple. Je ne veux pas retomber sur quelque chose, que je fais que construire là. On voit que j'ai quelque chose qui bouge et éventuellement j'ai des coups qui me permettent de revenir à une autre situation. Donc ça, c'est un cas un petit peu différent, hein, qui est, je peux retomber sur quelque chose que j'avais déjà obtenu. Alors. Donc déjà, on a le fait qu'on peut retomber sur quelque chose qui existait, mais qu'aussi on a potentiellement une suite de mouvements infinis, parce que mon camion, comme ça, il peut le faire des milliers de fois si je veux. Donc, peut-être que je peux imposer une profondeur maximale. Le seul problème, c'est laquelle j'impose. Je ne sais pas. Alors bon, on se rend compte que la solution, elle tient forcément au dos d'une carte. Donc, ça se voit un petit peu là en bas. D'accord? La solution, elle tient au dos d'une carte. Donc, même pour les plus compliqués, voilà, on a une idée de la profondeur maximale que ça va faire. Voilà. Bon, ça fait quand même pas mal. Hein. C'est le nombre de mouvements, quoi. C'est ça, c'est le nombre de mouvements. Donc voilà pour le problème de rush hour. Alors, comme je vous l'ai dit, on va essayer d'optimiser nos recherches, c'est ça. Et l'idée, c'est, à chaque bout de la solution générée, je vais vérifier si le bout de solution que j'ai généré est valide ou pas. Alors, dans le cas des gratte-ciel, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, je vais vérifier si ma ligne est correcte par rapport aux règles du jeu. Bon, ça, si j'ai choisi une permutation, c'est obligatoire. Ensuite, je vais vérifier ici si je respecte bien les contraintes ouest et est. D'accord? Sachant que des fois, je n'ai pas de contraintes. Ensuite, je vais vérifier la même chose pour les colonnes. Est-ce que quand j'ai géré ma nouvelle ligne, je ne mets pas avoir deux chiffres dans une colonne? Et puis après, je peux aussi vérifier la visibilité haute. Là-bas, c'est un petit peu compliqué. Je pourrais éventuellement essayer de vérifier. La haute, je ne la vérifie pas à coup sûr, mais je peux voir des cas d'incompatibilité. Si on m'impose que j'ai que 1 de visibilité et que déjà j'ai mis 1 puis 2, eh ben je sais que ça ne sert à rien de continuer, puisque j'aurai au moins 2 comme possibilité. Donc, en cours de route, je peux quand même, comme ça, éliminer des cas. Et à la fin, il faudra par contre que je vérifie que j'ai bien l'égalité de la contrainte. Mais en cours de route, je vais vérifier que ma visibilité, elle est inférieure ou égale à ce qui m'est imposé par la règle. D'accord? Et puis après, voilà, à la fin, il faudra quand même que je vérifie toutes les contraintes. Et en faisant les vérifications dès que possible, eh bien, j'élague encore plus mon arc que si je l'ai fait plus tard. C'est pour ça que, par exemple, les contraintes de colonne ici, je n'attends pas d'avoir généré toute ma grille pour vérifier les colonnes. Je peux quand même, sur la visibilité haute, vérifier les choses en cours de route et me rendre compte que je suis dans quelque chose qui, de toute façon, ne me permettra pas d'arriver à une solution. D'accord? Alors là, je vous ai mis un petit exemple. Dans la version de base, voilà, là j'avais calculé finalement. Sur la grille de 3 par 3, j'avais en 3 millisecondes, la grille de 4 par 4 en 1 seconde, la grille 5 en un peu plus d'un jour. D'accord? Quand je passe à la version optimisée avec génération par ligne, sur le 4.3 ici, au lieu d'être en un jour, je suis en 8 centièmes de seconde. Donc on voit que c'est pas négligeable ce que je gagne. C'est pas juste pour faire joli. D'accord? Alors, quand même, histoire de rentrer dans le concret, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler la version de base. Alors, je vais aller dans le bon terminal.
ça vous allez voir. Voilà, donc ici, bon, je vais vous faire un truc. Celui-là, après, comme j'ai fait d'autres choses, il n'est pas super bien écrit. Donc ici, j'ai une méthode générée qui prend en paramètre des contraintes. Donc les contraintes, c'est quoi? C'est un tableau de tableaux d'entiers. Donc pourquoi un tableau de tableaux? Parce qu'il faut que je passe mes visibilités à ouest, mes visibilités nord, est et sud. Voilà, sachant que quand je n'ai pas de visibilité imposée, j'ai none. Donc par exemple ici, si je vous montre ici, voilà. Ça, voilà comment j'appelle générer. Ici, je passe ma visibilité ouest, donc j'ai aucune contrainte en ouest. Ma visibilité nord, j'ai 1 dans la première colonne, rien après. Ma visibilité est et ma visibilité sud. D'accord? Bon, après, je passe la taille ici. Ma grille que j'ai initialisée avec des zéros partout. Pardon, ici. Liste, ça, c'est la liste des nombres que je dois placer. Puisque là, j'ai décidé de passer par une permutation. Donc, c'est ça. Et ici. Et donc, pour générer les permutations, ça va être fait ici. Hop, voilà. Donc, j'utilise la fonction permutations ici du module HyperTools. Et comme ça me génère toutes les permutations de mes nombres de 1 à n, pour ma grille de taille n. Et après, je dis que la IN ligne de la grille, c'est cette permutation. Et quand j'arrive à la dernière ligne, je vérifie si c'est correct ou pas. D'accord? Sachant que vérifier si c'est correct ou pas, eh bien, c'est tester validité générale, qui est, je ne sais plus où, mais ici. Donc, tester validité générale, c'est tester la validité verticale. Donc ça, c'est par rapport à la règle du jeu sur les colonnes. Tester les contraintes ouest-est et tester les contraintes nord-sud. Et donc après, tester validité verticale. Ici, alors, j'ai mis ça un peu dans le désordre. Non. Bon, CTRL R. Tester validité et verticale. Et alors, ah, j'ai mis un R forcément. Et après. Voilà, c'est au-dessus. Voilà, elle est là. Donc, tester validité verticale, ici, j'ai décidé de transposer ma matrice, donc j'ai défini transposer, pour extraire plus facilement après la ligne, et puis vérifier qu'effectivement, une fois que j'ai transformé ma ligne en ensemble, j'obtiens quelque chose qui a la même cardinalité que ma ligne, ce qui veut dire que je n'ai pas eu un élément en doublon. D'accord? Bon, voilà, c'était une possibilité pour faire. Ça, c'est pas la seule, évidemment. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai testé contrainte ligne? Eh bien, ici, je récupère ici la ligne en question et j'appelle validité ligne qui est ici. Donc, validité ligne, ça vérifie que j'ai la validité à gauche si j'avais une contrainte à gauche et que si j'ai une contrainte à droite, j'ai la validité à droite. Et validité gauche, eh bien, tout simplement, je parcours mon truc et chaque fois que j'ai un élément qui est plus grand que le précédent plus grand, j'ajoute un. À la fois, je renvoie, je vérifie par rapport à la validité gauche si j'ai exactement la même chose. Si j'ai pas la même chose, c'est que j'en ai pas vu le bon nombre. D'accord? Validité droite, c'est pareil. Bon, etc., etc. D'accord? Après, tout ça, c'est des petites fonctions qui ne sont pas très compliquées à écrire. Donc, ça peut être fait les unes après les autres. L'essentiel, c'est de comprendre ça. C'est dans le X. Il y avait une question sur la récursivité. Oui, elle est là, la récursivité. Dans générer, je génère la ligne en cours. Et si, ici, si je ne suis pas à la dernière ligne, eh bien, je génère la ligne suivante. D'accord? À partir de la grille. Alors là, on voit que je passe exactement la grille que j'ai passée là, même si j'ai modifié, parce que dans le problème des gratte-ciel, quand je modifie la ligne plus 1, je ne remets pas en cause ce que j'ai fait sur les lignes I, I-1, I-2, etc. Donc je peux modifier le même objet. Quand je vais revenir d'ici, même si je tombe sur un cas erroné,
eh bien, c'est pas grave, puisque derrière, je vais écraser ce que j'avais fait. Je ne regarde jamais ce qu'il y a après ma ligne courante. Je regarde toujours à ma ligne courante, donc c'est pas grave d'avoir n'importe quoi dans le reste de ma grille. D'accord? Voilà, et là, on voit bien donc, que pour chaque permutation, si je ne suis pas à la fin, eh bien, je génère la suivante. Et c'est seulement à la fin que je vérifie si c'est correct ou pas. Donc le grade 5, c'est le seul pour lequel ce serait le premier jeu à aborder. Bah ouais, enfin, il est pas trop compliqué. Il y a besoin de se souvenir de la disposition Ouais, du chemin. tout à fait. On mémorise pas le chemin, contrairement au compté bon. On peut, ça ne gêne pas si on passe une référence, on n'est pas obligé de travailler sur une copie. Donc voilà, c'est. Et puis ça fait travailler un petit peu justement sur parcourir une ligne, enfin un tableau, une matrice. Donc à ce niveau-là, il n'est pas inintéressant. Après, on peut faire encore mieux. Alors oui, alors je ne vous ai pas montré la version avec test au fur et à mesure. Donc c'est quasiment la même. Ici. Donc, à nouveau, je génère mes permutations. Tout de suite, je vérifie ma ligne par rapport aux contraintes. Est et ouest. D'accord? Avant, j'attendais à la fin pour vérifier toutes mes lignes. Là, je vérifie tout de suite mes contraintes est et ouest. Si c'est pas bon, bon, j'ai mis un continu. Alors, si vous n'êtes pas obligé de parler du continu, c'est pas grave, vous mettez juste ça dans le else. Ouais. D'accord? C'était pour limiter au niveau de la fabrication que j'ai mis un continu ici. Donc comme ça, déjà, toutes les lignes qui ne vérifient pas les contraintes est et ouest, elles sont virées. Après, je rajoute du coup ma ligne ici à ma grille. Et puis maintenant, je vérifie ma validité verticale, qui va vérifier les contraintes nord. D'accord? Et puis, si tout ça c'est valide, alors si je suis à la fin, je vérifie en plus que j'ai exactement la bonne valeur en nord, pas seulement inférieur ou égal, et que j'ai la bonne valeur en sud. C'est mon testé validité colonne finale qui est là. D'accord? Et si c'est bon, eh bien, je considère que j'ai fini. Et là, du coup, j'affiche la grille. Alors là, je suis dans un exemple où ici, j'affiche la grille, je ne la renvoie pas. C'est éventuellement plus simple quelquefois que de renvoyer la grille, où ça va nécessiter de comprendre ce qui se passe quand on revient. Et ce qu'on remonte, c'est un petit peu plus compliqué. Là, je l'affiche, et puis je fais return. D'accord? Et puis après, si ici, je n'avais pas ça qui était correct, eh bien, si là j'ai eu quelque chose de correct, mais que je ne suis pas à la fin, eh bien, je vais passer à la ligne suivante. Donc on voit bien que dès que j'ai un truc qui n'est pas bon, eh bien, ici, je fais ici, si je n'ai pas résultat, j'essaye l'itération suivante. Et quand j'ai fini mes itérations, si je n'ai pas trouvé, de toute façon, je reviens au niveau d'avant. Donc, je vais remettre en cause ma permutation précédente, ma permutation de la ligne précédente, pour passer à la permutation suivante de la ligne précédente. D'accord? Et donc, cette version-là, où je fais mes validations au fur et à mesure, eh bien, c'est elle qui me donne ici les améliorations que je vous ai montrées. Donc, sur les cas que j'ai mis, on voit bien que sur un truc de taille 3, c'est déjà phénoménal. Mais sur un truc de taille 6, eh bien, ce qui semblait pas mal, parce que là, gratte. Ouais. Sélection. Alors déjà, le final, import étoile. Donc là, voyez, la solution sur mon problème de taille 3, avec, je vais vous le mettre en plus gros peut-être, avec la version qui fait la sélection qu'à la fin, elle est immédiate. Ah, vous voyez rien. Je vais réduire ça. C'est là. Ah ben non, mais oui, pourquoi vous ne voyez pas? Oui, non, je sais. Parce qu'il faut que je réduise ça. Voilà. Donc là, voilà. Je vous le remontre. Résoudre le problème de taille 3, qui est en exemple dans le cours, c'est immédiat. Résoudre celui de taille 4. Ah, il y a eu déjà un petit temps. Résoudre celui de taille 5. Et ben voilà. Là, déjà, on commence à bien attendre. Si j'essaye la version ici, la deuxième que je viens de vous montrer,
Le problème de taille 3, il est immédiat, on ne voit pas la différence. Le problème de taille 4, il est immédiat, là déjà on voit la différence. Le problème de taille 5, il est quasi immédiat. Là, la différence, elle est nette. Si j'essaye le problème de taille 6, et bien là, on va attendre un bon moment. D'accord? Alors que je suis sur la version que je viens de vous dire comme étant optimisée. Mais on peut faire mieux. On peut générer case par case. Et cette fois-ci, bah, comme je vous l'ai dit, on va rajouter plus de solutions. Et la solution case par case, elle va être ici. Dans sélection, quand j'ai appelé gratte, je ne sais plus, gratte par case. Alors celle-là, j'ai changé en plus, je vous l'ai fait en version objet. Je vais varier les plaisirs. Donc j'ai une classe ville, donc ma ville c'est 4 contraintes, ouest, nord, est, sud, c'est une grille et c'est une taille. Et puis, ma méthode récursive, elle est là, c'est remplir case, ici. Donc, je commence en 0, 0. Et ici, bah, je vais regarder si j'ai terminé ici, j'ai trouvé. Et puis, du coup, je renvoie ma grille, telle quelle. L'histoire, c'est de renvoyer. Moi, ici, on va voir pourquoi. Sinon, bah, pour la case courante, donc qui est la case num colonne, je vais essayer toutes les valeurs de 1 à taille. Évidemment, si ma ligne contient la valeur, je passe à la valeur suivante. Si ma colonne contient la valeur, je passe à la valeur suivante. Et après, si ma ligne est incompatible en termes de contraintes, je passe à la valeur suivante. Si ma colonne est incompatible en termes de contraintes, je passe à la valeur suivante. Si ça a passé tout ça, c'est qu'a priori, je peux continuer à aller voir plus loin. En tout cas, pour le moment, j'ai rien d'incompatible. Donc, qu'est-ce que je fais? Si je veux être sûr que je n'ai pas de problème de choses que je décrirai en allant plus loin, je copie l'état de ma ville actuelle, je fixe la valeur en num colonne, la valeur qui finalement a passé tous les tests, je calcule les coordonnées de la case suivante. Donc, tout simplement, c'est j'augmente la colonne tant que je ne suis pas au bout de la ligne. Si je suis au bout de la ligne, j'augmente la ligne. Et puis, je récupère ce que m'a renvoyé remplir. Ah, ben ça, c'est l'appel récursif qui dit que maintenant, je vais remplir les cases de la nouvelle ligne et la nouvelle colonne sur ma copie. D'accord? Et si, ici, le retour m'a renvoyé quelque chose, eh bien, c'est que j'ai trouvé une solution et je renvoie cette solution. Sinon, je renvoie le none pour dire, en fait, j'étais dans un mauvais chemin. Et cette solution-là, remplir case par case, eh bien, on va regarder ce qu'elle donne ici, pour la comparer. Alors, si je reprends from grade sélection progressive import étoile, si je reprends ici, le créer 5, ouais, il est quasiment instantané, ça va être difficile de voir la différence. Et si je vous fais le from grade par case, import étoile, et là je crois que je vais appeler résoudre 5. Bon oui, et puis je vais améliorer un petit peu l'affichage pour qu'on ait bien des hauteurs qui soient des petits plus lisses comme dans le jeu initial. Là c'est vraiment immédiat. Bon, si j'essaye le 6B ici, la vraie taille 6, c'est un petit peu plus long, certes, mais si je compare les chiffres, j'ai dû les mettre quelque part. Voilà, ici, si je fais la génération par ligne, il faut 26 minutes pour obtenir la solution sur le problème 6B. Avec la solution par case que je viens de vous montrer, il ne faut plus que 3 minutes. D'accord? Donc on voit que cette solution, elle est encore plus efficace. Et puis, si je reviens maintenant où j'en étais... je sais plus. Voilà. Ce que je peux faire qui est encore mieux, c'est que, eh bien, comme je vous l'ai dit, dans le premier gratte-ciel, quand je passe à une case nouvelle, enfin, je génère une valeur pour une nouvelle case, je ne remets pas en cause les valeurs que j'ai générées pour les cases d'avant. Donc, ce que je faisais, qui est une précaution qu'on prend classiquement quand on fait du backtracking, ici, qui est de dire, je copie
et c'est la copie sur laquelle j'ai travaillé, ça ne sert à rien. Je peux travailler sur ma ville de départ. Et donc, ça va être mon grade par case en place, ici. Ici, du coup, je modifie ma fonction remplir ligne en disant que cette fois-ci, eh bien, ma valeur, si elle passe les tests, eh bien, où est-ce que je fais? Voilà, ici. Je vais la mettre directement dans ma grille. Et après, mon appel récursif, je le fais sur mon objet ville directement. C'est pas grave que après je modifie. Je modifie que des choses qui sont après, qui ne vont pas modifier ce que j'avais calculé jusqu'à présent, qui sont toutes les cases de celle où je suis et des cases d'avant. Du coup, en évitant cette recopie, eh bien, je vais gagner encore du temps. Et ça, c'est pareil, je vous ai remis ici ce que ça donne. Où est-ce que j'ai mis ça? Ici, voilà. C'est que toujours sur mon problème 6B, cette fois-ci, avec la version où je travaille en place, je ne mets plus que 84 secondes. D'accord? Donc on voit que je suis déjà à peu près 2 fois et demi plus rapide que là, qui était déjà 7 fois, 8 fois plus rapide que ici. D'accord? Et sachant que ça, c'est déjà une version optimisée par rapport à la version force brute. La version force brute, on pourrait revenir dans 100 ans, on y serait encore. D'accord? Voilà, donc, oui? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi juste le fait de ne pas copier Parce que la copie, en fait, dans la copie, il y a le temps de copie, mais il y a surtout l'allocation mémoire. L'allocation mémoire, c'est un processus qui coûte cher parce qu'il faut que le système aille trouver une place libre en mémoire. D'accord? Donc ça prend de la place, et puis après, il y a tout le travail de copie qui est malgré tout, il est là ici, j'ai ma taille qui fait N2, j'ai mes 4 contraintes de dimension N, donc je copie 4N plus, N2 plus 4N plus 1 case. D'accord? Donc tout ça prend du temps. Ceci dit, on voit bien que c'est pas là non plus que je vais gagner le plus de temps. Hein. Ouais, mais c'est pas négligeable. Quand même. D'accord? Surtout qu'effectivement, après, il y a aussi une limite d'acceptabilité pour l'humain. Quand on doit attendre ici 26 minutes, on n'en évite pas. D'accord? Là, on peut d'ailleurs se poser la question, finalement, qui est le plus rapide? Est-ce que c'est le programme ou est-ce que c'est l'humain? L'humain est peut-être plus rapide, là. Là, par contre, l'humain, il n'est pas plus rapide. D'accord? Ça, c'est clair. Alors maintenant, je prends le problème de cache-cache pirate. Je vous ai dit, 3072 configurations seulement. Elles sont très simples à générer. C'est très rapide de vérifier si c'est une bonne configuration ou pas. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'optimiser finalement? Est-ce que je ne peux pas tout simplement générer toutes mes possibilités, vérifier quand j'ai la bonne et la renvoyer? La preuve, je l'ai ici. Donc, là, ça c'est la façon dont je représente les pièces. Donc je représente les pièces par un couple qui est le nom de la pièce. Et puis ici, la forme de la pièce. Donc j'ai en premier ici le centre, le coin nord-ouest, nord-est, sud-est, sud-ouest, avec un 1 pour dire il y a un trou, un 0 pour dire c'est plein. D'accord? Là, j'ai représenté ici les 48 problèmes du livret qui est fourni avec le jeu. Avec ici, pour chaque problème, une liste qui est constituée du nombre de barques que je dois faire apparaître, du nombre de bateaux blancs qui doivent apparaître, du nombre de bateaux rouges qui doivent apparaître, du nombre de montagnes, du nombre d'îles. D'accord? Bon, et là, j'ai listé les 48 problèmes. Et puis, pour le besoin de la démonstration, j'ai mis tous mes problèmes dans un tableau ici. Et après, j'ai dit que rien, c'était 0. Barque 1, bateau blanc, bateau rouge 3, montagne 4, île 5. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où je fais ça, qu'est-ce que c'est que déterminer la visibilité? Hop. On va repasser là. Tout simplement, tiens, on va prendre... juste celui-là, il est bien. Eh bien, je vais représenter la case qui est là, ici, en disant que cette case-là, eh bien, ici, j'ai 0. Là, j'ai une montagne, donc je mets
l'entier que j'ai associé à montagne. Là, j'ai un bateau rouge, donc je mets l'entier que j'ai associé à bateau rouge. Là, ici, j'ai une île, donc je mets l'entier que j'ai associé à l'île, etc. Et du coup, pour savoir ce que je vois sur cette case, eh bien tout simplement, pour chacune des positions, je multiplie ce que j'ai pour ma pièce, qui vaut 0 ou 1, parce que j'ai sur ma case, ici, donc ici, 1 fois bateau rouge, ça fera bateau rouge. Là, une fois bateau blanc, ça fera bateau blanc. Alors que ici, 0 fois montagne, ça fera 0. D'accord? Donc c'est une façon simple de savoir ce qui est visible sur une case. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Ici, je vais commencer par écrire une fonction qui permet de générer toutes les rotations d'une pièce. Alors quand je fais tourner une pièce, qu'est-ce qui se passe? Le centre ne bouge pas. Et après, c'est juste les coins qui tournent. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que, ce que j'ai dit, c'est qu'un tour, c'est faire tourner la fin, autrement dit, par rapport à la position I, je mets d'abord tout ce qui était après I, puis tout ce qui était avant I, et il me reste à rajouter au début le centre, puisque le centre, il ne bouge pas. Et en faisant ça, eh bien là, je vais générer ici, pour une pièce donnée, la liste de toutes ces permutations. Donc ça me donne, par exemple, pour cette pièce-là, pour cette pièce-là, eh bien ça me donnerait dans la position de départ, donc 0, puisque j'ai rien, j'ai plein au milieu 1, 1, 0, 0. Puis après, ça va me donner ici 0. Vous voyez, le centre n'a pas bougé, mais 0, 1, 1, 0, etc. D'accord? Donc je ne bouge pas le centre, et par contre, après, je décale mes 4 autres nombres qui correspondent en fait à ce qui est visible dans chacun de la pièce, dans chacun de ces angles. Non, c'est pas ça que c'est ça que je vais vous montrer. Après, j'ai créé une table de rotation qui tout simplement, ici, pour chaque pièce, donc ça c'est un dictionnaire, hein, pour chaque pièce, donc le nom de ma pièce ici, coupe de 0, je rappelle, une pièce c'est un nom et une permutation, va associer au nom de la pièce ici, ce qui me renvoie générer rotation, donc la liste de ces permutations. Donc ça c'est une table, ici, je vais vous montrer ce que ça donne. Hein. Si je l'exécute, créer table rotation, et rotation de... Voilà ce que ça me donne. Donc ici, je vois que pour la pièce P1, j'ai ici une liste de ces 4 positions possibles. Pour la pièce P2, j'ai la liste de ces 4 positions possibles. À chaque fois, on voit bien que le premier truc qui représente le centre ne bouge pas, et qu'après, là, tout simplement, j'ai 0, 0, 0, 1, puis 0, 0, 1, 0, puis après le 0 il passe là-bas, donc 0, 1, 0, 0, et enfin 1, 1, 0, 0, 0. Donc là, j'ai un tableau qui, pour chaque pièce, me donne ces différentes rotations. Après, je vais générer ici les configurations des rotations. Donc, grosso modo, ma pièce 1, elle peut prendre 4 rotations possibles, ma pièce 2, 4 rotations possibles, ma pièce 3, 4 rotations possibles, enfin, plutôt la pièce qui est en 1, 4 rotations, la pièce qui est en 2, 4 rotations, etc. Et après, résoudre, qu'est-ce que je fais? Je crée ma table des rotations, je crée ici ma configuration des rotations, et puis après, ici, je vais parcourir ici les permutations sur mes noms de pièces, puisque j'ai 24 permutations possibles de là où je mets les pièces, et après, pour chaque permutation de mes pièces, je vais générer ici toutes les possibilités de rotation que j'ai. C'est ça en fait ici ce que représentait config rotation, c'est le fait que la pièce 1 est dans sa position, enfin la pièce qui est en 1 est dans sa position 1, la pièce qui est en 2 est dans sa position 1, etc. Là, après, je vérifie la connexion, ou je vérifie ce qui est visible. Et puis là, j'ai réglé l'exception si ce n'était pas visible. Et c'est comme ça que je vais trouver la bonne solution. Donc, générer position. Il est là. Donc, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il prend l'indice de la pièce qui est dans la case 1, ici,
il regarde ici, du coup il récupère la permutation de la pièce ici dans ma table des rotations. Et puis après, si c'est la pièce P3, ce qui est la pièce qui est symétrique, eh bien j'élimine les rotations 2 et 3, je garde que les 0 et 1 pour éviter de passer 2 fois par une situation. Voilà, c'est d'où le Wales exception pour dire dans ces cas-là, on passe à la suivante. Et j'ajoute ça à ma table de rotation. Et après, la correction, ici, elle va être là. Donc j'ai un tableau pour calculer ce qui est visible. Et donc, ici, je parcours mon tableau des cases, je fais les produits ici de ce que j'ai dans le plateau sur la case 1, par exemple, avec la pièce que j'ai sur la case 1 dans la position dans laquelle elle est. Et puis après, là-dessus, eh bien, je compte le nombre de barques, de bateaux blancs, bateaux rouges, montagne, ligne, et je vérifie que ça, c'est égal à ce qui était mon problème. Et quand je tombe sur la bonne solution, eh bien, j'ai plus qu'à l'afficher ici. Ça, c'est le but de la fonction jeu qui est là. Et donc là, on peut regarder, hein, si je fais jeu ici de, c'est quoi, c'est PR1 que je dois mettre. Voilà. Ici, il m'affiche la position pour résoudre le problème 1. Alors, si je prenais, on va passer là-dessus. Alors, on va regarder. Tiens, on va prendre le problème 30. Je ne sais plus ce que c'est que le problème 30. Et voilà la position qui m'est demandée. Alors, je vais placer les pièces telles qu'indiquées. Alors, si on regarde bien, je zoomerai après. Sur la case qui est ici, je dois avoir celle-là. Sur la case qui est là, je dois avoir celle-là. Sur la case ici, j'ai celle-là qui est comme ça. Et sur la dernière case, il est en bas à droite. Non, ah, en bas à gauche, tu as raison. Et en bas à gauche. Hop, voilà. Donc ça c'est bon. Celle-là est dans le bon sens là. Oui, c'est bon, ouais, c'est bon. Et celle-là, c'est comme ça. D'accord? Donc je vais essayer d'aller retrouver où j'ai mis ici le livret avec le problème 30. Et on va regarder si c'est bon. Alors, le problème 30. Il est là. Ah ben, on va pas regarder la solution, on va regarder l'énoncé du problème 30. Alors, il disait quoi, le problème 30? Il disait 4 bateaux blancs. Est-ce que j'ai 4 bateaux blancs? 1, 2, 3, 4. Ouais. Il me disait 2 bateaux rouges et une île. On peut regarder ici. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 bateaux rouges, une île. Je ne devais rien voir d'autre, je ne vois rien d'autre. Donc vous voyez, la résolution, elle est immédiate. Donc effectivement, on peut se demander, est-ce que ça vaut le coup d'optimiser? Puisque là, j'ai fait de l'exhaustif. Alors, pour regarder, on peut, savoir, on peut malgré tout regarder ce qui se passe si je teste tout. Et donc là, j'ai la méthode tout tester. Et donc si je fais ici tout tester, hop, et que je l'appelle, bon, ça a pris un petit peu de temps quand même, on l'a senti. Alors combien de temps ça a pris? Ça a pris une demi-seconde. C'est pas énorme, mais c'est plus négligeable. Bon, après, jamais on va a priori demander de résoudre 48 problèmes d'un coup. Maintenant, on peut se poser la question ici de voir si je ne pourrais pas faire avec du backtracking. Autrement dit, dès que je mets une pièce, je vérifie si ce que je vois reste compatible avec mon problème initial. Et donc si je prends le problème numéro 30 que je viens de vous montrer, ce problème-là, il ne me parlait pas de barque. Et ça veut dire que si, eh bien, j'ai commencé en mettant comme première pièce celle-là, ici, qui me fait apparaître une barque, ici, sur la case en haut à gauche, eh bien, je sais que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, je peux y mettre plein de possibilités, parce que je rappelle que là, je pouvais mettre mes 3 autres pièces, donc factoriel 6 possibilités, avec 4 x 4 x 2, donc 4 x 4, 8 x 2, 16. 4 x 4, 8, oui, bien sûr. Merci, on a compris. Donc 32, hein, 4 x 4, 16 x 2, 32, x 6 possibilités. Donc 64 x 3, 3 x 6, 18, 192. Un truc comme ça, possibilités. Donc rien que là, d'un seul coup, je peux éliminer 192 possibilités. Et si vous n'êtes pas convaincu,
on va prendre pirate optimisé. Donc pirate optimisé, ce qui va se passer maintenant, donc le début reste le même. Ici, je vais créer ma table de rotation aussi. Mais ici, résoudre, je vais regarder, est-ce qu'il me reste une pièce à placer? S'il ne me reste plus, c'est que j'ai fini, j'ai tombé sur une solution. Sinon, je prends une pièce parmi les pièces disponibles. Du coup, je l'enlève des pièces restantes. Maintenant, je mets à jour ma position en éliminant pour ma pièce les 4 rotations possibles. Donc là, je sais quand même les 4 possibilités de ma pièce. Mais si jamais je me rends compte qu'en mettant la pièce dans une position, ce n'est pas possible, eh bien, je passe à la position suivante. Voire je passe à la pièce suivante si j'ai plus de position. Et quand j'ai placé ma pièce, là, j'appelle donc, évaluer, qu'est-ce que ça fait? Évaluer ici, eh bien, il vérifie que à chaque fois, quand je calcule le nombre de barres visibles, maintenant, eh bien, je ne dépasse pas le nombre de barres visibles dans mon problème. Pareil pour mes bateaux blancs, mes bateaux rouges, etc. Donc, au fur et à mesure que je place une pièce, je vérifie si je ne fais pas apparaître des choses qui ne devraient pas apparaître. Si c'est le cas, je renvoie false, donc ici, je passe au truc suivant. Si j'ai rien trouvé, je renvoie none. Sinon, je renvoie le résultat qui, sinon, m'avait été envoyé au final ici. Et c'est comme ça que je renvoie, finalement, la solution qui a été la bonne. Et donc, si je prends maintenant from pirate optimisé porte étoile, pirate, ouais, IRS. Bon, c'est vrai que si je demande ici jeu de paire 1, jeu de paire 30, on ne voit pas trop la différence parce que c'était déjà instantané avant. Mais si je demande ici calque en fonction de tout calculer, il ne s'appelle pas tout calculer, comment je l'ai appelé? Ah, c'est tout testé, pardon. Voilà. D'accord? Je suis en 1 milliseconde, 7 millisecondes. Là où tout à l'heure, j'étais en 1 demi-seconde. Donc on voit bien que malgré tout, je suis bien plus efficace. Donc je redis, après, la question dans ces cas-là, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce que c'est forcément indispensable d'optimiser? Non, ça ne l'est pas. Mais on peut se poser différentes questions. D'abord, combien de fois je vais le faire? Est-ce que je vais le faire souvent ou pas? Quelle est la puissance de la machine sur laquelle je suis? Est-ce que je peux me permettre de faire un truc qui est un peu gourmand ou pas? Enfin voilà, il y a plein de questions qui peuvent rentrer en ligne de compte. Est-ce que je me pose aussi des questions tout simplement écologiques? Plus mon programme est efficace, moins il consomme de ressources. Voilà, donc ça peut être quand même intéressant d'optimiser, même si ce n'est pas indispensable pour avoir une réponse en un temps intéressant. Voilà, là, je vous avais mis les chiffres. Force brute, 1 demi-seconde, optimisation, 5 millisecondes à peu près. Oui? Systématiquement, en tout cas en force brute, on régénère à chaque fois les permutations. Ça vaut pas le coup de le générer qu'une seule fois, tout simplement. Non, en fait, si. Alors, d'ailleurs, ça dépend, le problème, ça dépend de la taille des permutations. Quand je suis sur mes permutations ici, de mes 4 pièces, 24, je peux stocker dans une liste. Il n'y a pas de problème. Quand je suis sur quelque chose qui est beaucoup plus grand, je ne peux pas forcément stocker mes permutations. Parce que si tu es sur le problème du sudoku, les permutations des nombres de 1 à 9, factoriel 9, c'est quand même un petit peu beaucoup pour stocker ça dans une liste. D'accord? Voilà. Oui. Pourquoi ce serait pas intéressant d'optimiser? Parce qu'après, ça peut aussi être tout simplement plus compliqué à implanter. Voilà. Donc, et puis, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que si tu as une solution qui vient très bien sans optimiser, tu peux te poser la question, est-ce que ça vaut le coup que je me creuse la tête pour trouver comment optimiser? Voilà. Mais si les deux solutions deviennent et qu'elles te semblent à peu près équivalentes, fais celle optimisée, effectivement. On voit par exemple que là, se poser la question de la vérification en cours de route, c'est pas toujours aussi évident que ça. Sur le problème des gratte-ciel, il faut penser que, en colonne, il faut que je pense à vérifier que je ne dépasse pas la visibilité en hauteur depuis le nord. Après, je pourrais aussi vérifier depuis le sud. Je sais très bien que si je mets par exemple mon immeuble, si je suis sur un immeuble 3 par 3, si je monte mon immeuble 3 en premier d'une colonne, j'ai une visibilité qui est au moins de 2. Et si j'ai un 1 en sud,
ça ne marche plus. Donc je pourrais aller plus loin encore dans mon optimisation. D'accord? Et voilà, après c'est potentiellement compliqué. Et la pause. Ouais, bah oui, t'as raison. Oh là, j'ai laissé tomber la pause. Bon, ma pause. Je vais ressortir la vidéo. Donc on venait de voir Cacache Pirate, on va passer au compte est bon. Donc le compte est bon, quelques petites optimisations quand même qu'on peut faire. Donc les premières, j'en ai parlé déjà, les additions et multiplications sont commutatives, donc on va prendre que dans un sens. Les soustractions et les divisions ne sont faisables que dans un sens, puisqu'on doit rester dans n. Et du coup, pour chaque couple de valeurs qu'on peut prendre parmi les n nombres qu'on a à notre disposition pour faire le compte, eh bien, on va choisir un ordre. Et comment on va choisir un ordre? On va toujours prendre le plus grand en premier. D'accord? Ensuite, générer un 0, ça ne sert à rien. Parce que si je fais plus 0 ou moins 0, j'obtiens la même chose. Si je multiplie par 0, j'obtiens 0. Si je fais 0 divisé par quelque chose, j'obtiens 0. Et si je divise par 0, en plus, ça va faire planter mon programme. Donc du coup, je vais dire chaque fois que je fais un truc qui me donne 0, ce qui au passage ne peut arriver que dans une soustraction, puisque je n'ai pas le 0 au départ, eh bien, c'est pas la peine, j'élimine cette possibilité-là. Et puis aussi, je peux ignorer une soustraction qui me donne une valeur que j'ai consommée. Par exemple, si j'utilise 4 et 2 avec une soustraction pour faire 2, 4 moins 2 égale 2, ça ne sert à rien, j'avais déjà le 2 au départ. Pourquoi j'irais le consommer pour le reproduire? C'est pareil, la multiplication par 1, ça ne sert à rien. Donc il y a des choses comme ça, des calculs que je peux éliminer. Et ça va me permettre de gagner un petit peu de temps. Et d'ailleurs, je crois que je n'ai pas tout mis en œuvre dans ce que je vous montre. Voilà, et donc ça, on va voir que eh bien, la solution, ça me donne le programme me donne une solution en environ 3 secondes. Alors là, on pâtit aussi un petit peu de la lenteur du Python. Si je fais la même chose en Java ou en C, j'ai la réponse instantanément. En Python, ça prend 3 secondes. Alors à quoi ça ressemble le programme du compte est bon? Eh bien, ça ressemble à ça. Alors ici, bon, je me suis amusé à faire un tableau qui, pour chaque opération, un tube qui est le signe de l'opération et la lambda fonction qui me génère le calcul. Voilà. Et puis ensuite, ici, j'ai généré une nouvelle plaque. Donc, générer description de calcul. Non, c'est poursuivre. Elle est là, celle-là. Non, c'est résoudre. Où est-ce qu'elle est la fonction récursive? Résoudre, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que résoudre un compte avec un ensemble de plaques et une trace? Eh bien, je regarde si la première plaque que j'ai, c'est le compte que j'ai à produire. Eh bien, c'est que j'ai trouvé une solution et je renvoie la trace qui m'avait mené à cette solution-là. Sinon, s'il ne me reste plus qu'une seule plaque, mais que ce n'est pas le bon compte, ça ne sert à rien d'aller plus loin, c'est que je suis tombé sur un autre résultat. Et puis sinon, eh bien, je choisis un premier élément, ici, donc sur les plaques. Je choisis un deuxième élément, et après, je vais appeler essayer opération. Alors, essayer opération, il est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il récupère l'opérand de min et findback, c'est l'opérand de min de mes deux plaques, pour que je sois toujours dans le même ordre. Et après, pour chacune de mes opérations, eh bien, je vais calculer ici le résultat. Donc, c'est opération 1, puisque je rappelle, opération, ici, c'est un tableau de tuples, et opération, c'est donc un tuple. Donc, l'opération de 1, c'est la lambda fonction qui correspond à l'opération qui a été choisie. Donc, j'en étais ici. Ici, voilà. Je regarde ici si mon résultat est valide. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un résultat valide? C'est ce que j'ai mis là. C'est le résultat n'est pas nul. Le résultat est un entier, au cas où j'ai fait une division qui ne soit pas avec un reste nul. Et puis, mon résultat est différent de l'opérand 1 et différent de l'opérand 2. Ce qui veut dire qu'effectivement, je n'ai pas multiplié par 1, je n'ai pas fait un truc genre 4 moins 2 égale 2. D'accord?
Je ne les prends pas au hasard. J'essaye toutes les possibilités. D'accord, regarde là dans résoudre ici. Je prends toutes les plaques de 0 à n-1 et toutes les plaques ensuite entre l'indice de ma première plaque et la fin. Donc j'essaye bien toutes les possibilités. D'accord? Donc après j'essaye les opérations. Donc là j'essaye les 4 opérations. Et puis si je suis tombé sur un résultat qui est valide, et ben j'appelle poursuivre. Alors poursuivre, qu'est-ce que je lui passe? Je lui passe ici compte les plaques que j'avais, la trace qui m'avait été fournie, les indices I et J des plaques que j'ai prises, les opérants min et max, donc ce qu'il y avait à ces valeurs-là, l'opération que j'ai effectuée et les résultats. Et que fait poursuivre? Il est là. Eh bien, il me reconvertit le résultat en entier. Alors, c'est forcément un entier, mais qui a été converti en flottant au passage. Donc, je reconvertis en entier pour éviter d'avoir après un affichage avec des virgules 0. Les nouvelles plaques, j'appelle générer de nouvelles plaques. Qu'est-ce que c'est que générer une nouvelle plaque? Ici, générer une nouvelle plaque, il est là. C'est j'enlève ici la plaque qui était à l'indice I, j'enlève la plaque qui était à l'indice J, et je rajoute le résultat en tête. D'accord? Donc ça, c'est mes nouvelles plaques. Après, ici, je fais générer description de calcul. Donc générer description de calcul, c'est quoi? C'est mettre ici l'opérand de max, puis l'opérateur, puis l'opérand de min. Et donc, opérateur ici, c'est quoi? Eh bien, je l'ai récupéré ici. C'était opération de 0, puisque je rappelle, opération, c'est un tuple que j'ai là. Donc, opération de 0, c'est plus, moins, multiplié ou divisé. D'accord? Donc, c'est comme ça que je génère ici ma nouvelle trace. Et maintenant que j'ai généré ici la description du calcul, donc c'est juste l'étape intermédiaire. La nouvelle trace, c'est l'ancienne trace plus ma description du calcul. Et je relance résoudre. D'accord? Donc en fait, résoudre, elle n'est pas directement récursive, parce que j'ai un peu décomposé résoudre qui était grosse. Résoudre, elle appelle essayer opération. Essayer opération appelle poursuivre. Et poursuivre appelle résoudre. D'accord? Donc au final, j'ai bien résoudre qui appelle résoudre. Mais ce n'est pas direct. D'accord? Et après, donc tout ça, ce que ça me fait ici, résoudre, c'est que ça me renvoie la liste de tous les chemins qu'il a trouvés, toutes les façons de calculer le compte. Mais là-dedans, le problème, c'est que quelquefois, admettons que j'ai 100 à faire, et puis que j'ai 10, 10, 2 et 1, il aura pu me faire 2 plus 1 égale 3, 10 plus 10 égale 100, 10 fois 10 égale 100. Mais le 2 plus 1 égale 3, il ne m'a servi à rien. Mais c'est une solution quand même. Et donc, pour éviter ça, sur ce qui m'a été renvoyé par résoudre, je vais appeler ici une fonction garder plus courte qui me vire tout ce qui est et se fait en plus d'étapes que d'autres solutions. Je garde que celles qui ont la longueur la plus courte. Et donc, je suis sûr d'éliminer les calculs inutiles. Alors après, je vais éventuellement éliminer des chemins qui passaient par toute autre chose. Mais je sais que j'ai mieux de toute façon. D'accord? Et donc là, je vous ai mis un exemple ici. Comment faire 245 avec 2, 3, 50, 10, 9, 4. Et donc, si on regarde ce que ça donne, j'ai appelé compte, c'est ça, ouais. Voilà. Et donc, je peux l'appeler comme ça. Solution de 245. Et là, j'ai mis 2, 3, 50, 10, 9 et 4. Voilà. Et donc là, je vous dis à peu près 3 secondes. Et voilà, donc ici, voilà une façon de faire. Où est ma souris ici? 9 moins 4 égale 5. 50 fois 10 égale 500. 500 divisé par 2, 250. 250 moins 5, 245. Et voilà. Après, j'en ai une autre ici. 50 moins 10, 40. 40 plus 9, 49. 3 plus 2, 5. Et 49 fois 5, 245. Voilà. Et donc, j'en ai plein. Alors, par contre, j'ai encore des solutions qui sont équivalentes à commutativité ou associativité près. D'accord? Bon, après, ce sera un petit peu plus compliqué de virer tout ça. Mais donc voilà ce que donne le compte est bon écrit, avec donc cette fois-ci les optimisations qui sont dans le fait déjà de toujours prendre
les opérations les opérandes dans le sens max-min et éviter de prendre 2 fois le même couple. Et puis le isValid ici qui me vire les zéros, les pas entiers. En plus, de toute façon, ça mène carrément avec des chèques. Et puis le fait que là, je génère un truc qui existe déjà. D'accord? D'ailleurs, on pourrait essayer, je n'ai pas essayé, ici, de simplifier ça et mettre juste, je vire le 0. Oui. Déjà, si je vire ça, pardon. Hop. Si j'ai éliminé ça, est-ce que j'ai un calque en fonction qui existe là-dedans? Ouais. Alors, là, je vais faire déjà sans avoir supprimé. Donc, j'avais appelé comment mon truc tester tester. Calque temps en fonction de tester. Donc ça, comme je n'ai pas rechargé mon programme, c'est sans la suppression que je viens de faire. Donc là, je suis à 2,5, 2,4, 2,6. Bon, voilà, chose autour de 2,5. On va voir si là, en ayant supprimé ça, ça change beaucoup les choses. Ah bah vous voyez, je suis déjà dans les 2,9, presque 3. D'accord? Donc ça peut sembler rien ça, mais n'empêche que ces 2 petites lignes, elles me font passer de 3 secondes à 2 secondes et demie. Voilà, est-ce que j'avais lancé l'enregistrement moi? Je ne sais même plus ici. Oui. Voilà, donc ça c'est pour le compter bon. Je prends maintenant le problème des œufs de Colomb. Alors lui, première chose, donc je vous l'ai dit, c'est pas générer des configurations équivalentes. Parce que comme j'ai dit, que mes 4 rouges, ce soit le 1, le 2, puis le 3, puis le 4, ou le 4, puis le 2, puis le 1, puis le 3, ça ne change rien du point de vue de la solution. Et puis après, je vais tester ligner les blocs de ligne au fur et à mesure, et tester aussi les colonnes et blocs de colonnes au fur et à mesure. Alors les œufs de Colomb, il va être là. Décidément. Point, slash. J'appelle. Non, alors, point, slash. Ah, j'ai du mal. Python. Python, il est là. Donc, j'ai attribué ici, j'ai créé les constantes rouge, bleu, vert, jaune, et j'ai ici ma liste 2. Donc, rouge, bleu, vert, jaune, 4 fois. Pourquoi j'ai pas mis rouge, 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 etc. Parce que pour le copier-coller, ça allait plus vite. J'ai 16 E, et puis là, j'ai créé ici les défis 15 jeux, sachant que, comme j'ai expliqué ici, ça c'est la contrainte sur la première ligne, sur la deuxième ligne, la troisième ligne, la quatrième ligne, et là c'est la contrainte qui regroupe les lignes 1 et 2, la contrainte qui regroupe les lignes 3 et 4. Et après j'ai la même chose pour les colonnes, colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4, colonne 3, 4, colonne 1, 2, colonne 3, 4. Puisque si vous vous souvenez, une fiche sur les œufs, ça ressemble à ça. Ouais, voilà. Donc ici on voit bien que j'ai en horizontal par exemple, je suis pas dans aussi. Ici j'ai des contraintes sur des lignes et des contraintes sur 2 lignes à la fois. D'accord? Voilà. Alors maintenant résoudre, c'est quoi? Si j'ai plus de à placer, c'est que j'ai trouvé, je peux afficher la grille. Sinon, je vais prendre ici, je vais essayer tous les œufs possibles parmi les œufs qui me restent. Donc ici, j'appelle ici générateur ligne de E disponible. Alors qu'est-ce que c'est que générateur ligne? C'est ça, c'est tout en bas, je crois que j'ai mis. Voilà. Et il est là. Pardon. Hop. Donc générateur ligne, qui est une fonction qui va me prendre le premier œuf dans les œufs disponibles, le deuxième œuf dans les œufs disponibles, mais si jamais eh bien c'est un œuf de la même couleur,
Enfin, si c'est un... Pourquoi j'ai dit ça? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça en fait. Je prends un œuf quelconque n'est pas le même. Un œuf quelconque n'est pas le même que les précédents. Un œuf quelconque n'est pas le même que les précédents. Donc je prends bien 4 œufs différents parmi tous ceux qui existent. Alors différents pas forcément en termes de couleur, mais c'est pas la même pièce. D'accord? Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour contrôler que je ne prends pas deux fois la même situation, je vais ici gérer l'ensemble des configurations essayées. Et comment je vais stocker une représentation? En disant tout simplement que c'est la couleur de l'œuf que j'ai pris, plus la couleur du deuxième œuf que j'ai pris multiplié par 4, plus la couleur du troisième œuf que j'ai pris multiplié par 16, plus la couleur du quatrième œuf que j'ai pris multiplié par 64. Sachant que je rappelle, mes couleurs en fait sont des entiers. Du coup, là j'obtiens une sorte de hashcode qui représente ma configuration. Donc si j'ai rouge, vert, bleu, jaune, peu importe si le rouge ici c'était le premier œuf rouge ou le deuxième œuf rouge, c'est pareil. J'ai la même valeur. Donc là, j'ai un œuf, j'ai un chiffre qui me représente exactement la configuration de ma ligne. D'accord? Et de manière unique. Et ça, eh bien, ce nombre-là, je vérifie si je l'ai déjà essayé. Si c'est le cas, ben, ce n'est pas la peine. Sinon, ben, j'ajoute ça à mon ensemble de configurations essayées. Et là, j'ai un petit yield ici. Donc, je ne sais pas si vous avez été habitué à avoir un yield. En fait, ça me permet tout simplement d'avoir ici, de créer un générateur. Donc, un générateur, c'est entre autres un itérable. Ce qui veut dire que là, ce qui est envoyé par générateur ligne, c'est quelque chose que je vais pouvoir passer à range, et en fait, enfin au for, pardon, pas à range, au for, et qu'à chaque nouvelle itération du for, il va reprendre en quelque sorte cette fonction-là, là où il s'était arrêté, et il va il va la réexécuter jusqu'à temps de retomber sur yield. Et à chaque fois, il renvoie ce qu'il obtient là. Ce qui veut dire que la première fois, il va me renvoyer, par exemple, ici, donc vu ma liste, rouge, bleu, vert, jaune. Rouge, bleu, vert, jaune la première fois. La deuxième fois, il va changer l'œuf 4. Donc ça va être rouge, bleu, vert, rouge. Puis il va me rechanger là, donc rouge, vert, bleu, vert, etc. D'accord? Et à chaque appel, ici, à l'itération suivante par le for, eh bien, il va me générer une nouvelle possibilité de ligne. On ne peut pas renvoyer la même. Non. D'accord? Puisque, en fait, tout simplement, ça veut dire qu'il reprend le code de la fonction jusqu'à temps de retomber sur yield et il me renvoie la nouvelle valeur obtenue. C'est comme ça que ça fonctionne. Et comme ici, je contrôle de ne pas tomber sur une configuration que j'avais déjà essayée, eh bien, je sais que je vais gérer pour chaque ligne la configuration qu'une seule fois. D'accord? Voilà, donc ça, ici, c'est la petite magie du for qui est là. Après, ben, je vire les œufs que je viens de prendre. D'accord? Donc ici, ça, un indice E, c'est ce que me renvoie le yield à chaque fois. Ce sont les indices des œufs à prendre. Donc j'ai plus qu'à les enlever des œufs qui étaient là. Donc c'est pour ça que j'appelle prélever E que j'ai mis ici. Qui vire ici les œufs en question. Et si tu veux le faire sans le yield, tu peux faire avec une liste que tu as dit que ça renvoie Oui, oui, non, mais on peut faire autrement, mais l'idée c'était justement de montrer que on peut faire comme ça. Après, je crée ici ma nouvelle grille. Donc je passe la grille que j'avais jusqu'à présent. Je passe ici les œufs disponibles et les indices des œufs que j'ai pris. Donc ici, tout simplement, créer une nouvelle grille. Ça va me placer les œufs au bon endroit. D'accord? C'est ce que ça fait ici. Sauf que je suis passé par une lambda fonction pour le faire, histoire de varier un peu les plaisirs. Voilà. Mais bon, comme c'est assez découpé, vous pouvez, pour chaque étape, changer la façon dont c'est fait. Hein. Après, je regarde. Est-ce que ma nouvelle ligne est correcte par rapport aux contraintes? Est-ce que en vertical, c'est correct? Et après, eh bien, je rappelle résoudre. Et si ça m'a renvoyé true, c'est que j'avais trouvé la solution que j'ai du coup affichée. Alors, qu'est-ce que c'est que nouvelle ligne correcte, déjà? Il est là. Donc, c'est d'abord vérifier la ligne par rapport aux contraintes de la ligne. Et puis après, si je suis sur une ligne
d'indices impairs, sachant que ligne commence à 0, eh bien je peux vérifier la contrainte de bloc de ligne. D'accord? Puisque pour la ligne 0, je vérifie la ligne 0, mais une fois que j'ai généré la ligne 1, je peux vérifier la ligne 1, mais aussi la contrainte sur le bloc des lignes 0 et 1. Donc c'est pour ça qu'ici, si je suis sur une ligne impaire, je récupère la contrainte du bloc qui concerne les deux lignes en question. Bon, il y a un petit calcul là derrière pour savoir quelle est la contrainte en question. Et je vérifie le bloc horizontal correspondant. Donc ça, ça va me faire une vérification supplémentaire donc pour les lignes 1 et les lignes 3. Et puis je vais avoir la même chose pour les colonnes. Ah oui, alors bon, vérifier ligne, tout simplement, c'est ligne point 40 de contrainte de 0 égale contrainte de 1, puisque chaque contrainte est donnée par le chiffre qui représente la couleur et le nombre d'occurrences de cette couleur. Donc là, je regarde combien de chiffres ici représentent la couleur qui est spécifiée en contrainte de 0, et je vérifie que c'est égal au nombre de cette couleur que je m'attends à obtenir. Voilà. Donc ça, c'est vérifier ligne. Vérifier bloc horizontal, c'est quasiment la même chose, sauf que ici, voilà, j'ai concaténé mes deux listes du bloc pour faire le 40 ici sur une seule liste. Voilà. Et puis, donc après, j'avais vérifié colonne. Donc, vérifier colonne. Eh bien, ici, il faut que j'extrais la colonne. Et après, il faut que je récupère la contrainte de la colonne. Et si je suis sur la dernière ligne, je vais vérifier l'égalité. D'accord? Si on me dit qu'en vertical, je dois avoir deux rouges exactement, et que je suis sur la dernière ligne, je vérifie que j'ai bien compté 2 rouges. Si je ne suis pas sur la dernière ligne, je vais vérifier que je n'ai pas plus de 2 rouges. D'où le inférieur ou égal qui est là où là j'avais l'égal. D'accord? C'est pareil, ça me permet de vérifier mes colonnes au fur et à mesure que je génère mes lignes. Et puis, vérifier bloc vertical. Il est là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais extraire les deux colonnes qui concernent le bloc courant, la contrainte qui concerne ces deux blocs, et c'est pareil. Soit je suis sur la dernière ligne, soit je ne suis pas sur la dernière ligne. Si je suis sur la dernière ligne, je dois avoir l'égalité. Sinon, je dois avoir inférieur ou égal. Voilà. Et donc, vérifier blocs verticaux, c'est faire ça pour les deux blocs verticaux. Donc, vérifier verticalement. Ici, c'est vérifier toutes les colonnes, puis vérifier les blocs verticaux. Voilà. Et du coup, le problème des œufs, après... Pardon. C'est ici. Donc... J'avais écrit deux problèmes, défi 15 et défi 19. Donc, essai 15, si je fais ici. Et essai 15. Et vous voyez, j'ai la réponse quasi instantanément. Donc, je pourrais vous montrer ce que c'est que le défi 15. Si je retrouve la bonne fiche. Elle est là. Hop. Donc, le défi 15. Alors, si je peux peut-être arriver en mettant ça comme ça. Et ça comme ça. Alors, je suis un peu trop près. Ah oui, il faut le temps que... Voilà. Donc, par exemple, vous voyez que sur la première ligne, je dois avoir 2 rouges. C'est exactement ce que j'ai. Sur la deuxième ligne, je dois avoir 3 bleus. C'est ce que j'ai. Sur l'ensemble des deux premières lignes, je dois avoir 3 bleus. C'est ce que j'ai. Après, en dessous, je dois avoir 2 rouges. C'est ce que j'ai. En dessous, je dois avoir 3 jaunes. C'est ce que j'ai. Sur l'ensemble des deux dernières lignes, je dois avoir 4 jaunes. C'est ce que j'ai. Et verticalement, on va retrouver un bleu dans la première colonne, un jaune dans la deuxième colonne, 4 rouges. Non, tiens. J'ai une petite erreur. Voilà, je suis trompé parce que là, il met... J'ai 3 rouges. Ah non, si, non. Là, il met que 3 rouges dans les deux premières colonnes. Ouais, c'est quand j'ai essayé d'arranger les choses, j'ai dû me tromper quelque part. Et ouais, j'ai une erreur sur les rouges et bleus. Bon, c'est pas grave, je retrouverai d'où vient mon problème. Voilà, après j'ai peut-être juste mal...
configurer mon problème. Enfin, il me semble pourtant que si c'est la bonne fiche. Voilà. Alors, donc ça c'était pour les autres colons. Le problème des NREN. Donc le problème des NREN, vous connaissez tous. Oui. Comment sont générées les cartes? Ça pourrait faire un programme. Parce que là, on fait un programme pour résoudre les cartes. Oui. Est-ce qu'on pourrait, On pourrait les générer. Alors, on pourrait construire un programme qui génère les cartes. tout à fait. Alors ça, par exemple, je l'avais fait sur, sur les cache-cache pirates. Et je vous en reparlerai juste à la fin pour conclure. J'ai fait un programme qui me génère tous les problèmes qui n'ont qu'une seule solution. Et qui ne sont pas dans le problème, mais dans le livret. Et donc, je ne sais plus, j'ai trouvé une vingtaine d'autres... Parce qu'il y a une méthodologie spécifique aussi, je sais pas. Pas forcément. Après, l'idée, c'est de générer des problèmes. Et puis, au fur et à mesure, c'est pareil. Si on se rend compte, ça peut être générer le problème, compter le nombre de solutions. Et s'il y en a plus d'une, la refuser. Après, ça peut être se rendre compte en cours de route. Voilà. Donc, le problème de NREN, et c'est le suivant. On donne une taille d'échiquier. Donc, par exemple, un échiquier de 4 par 4. Et je dois placer 4 reines, des échecs, de façon à ce qu'aucune ne soit en prise avec une autre. Donc par exemple, si je mets une reine ici, je ne peux pas en mettre une là, parce qu'elle serait en prise mutuellement, ni là, ni là, ni là, là et là, ni là, parce que là, elle serait en prise. Donc je peux essayer d'en mettre une là. Mais après, si j'en mets une ici, c'est pas possible, si j'en mets une ici, c'est pas possible, ici, c'est pas possible, et là, c'est pas possible. Donc du coup, je vais peut-être revenir en arrière, je vais essayer ici. Et là, c'est pas possible, là, c'est possible. Mais après, ici, je peux pas, là, je peux pas, là, je peux pas, là, je peux pas. Etc. C'est ça le problème des NREN, c'est arriver sur un échiquier de côté N, à placer NREN sans qu'elles soient en prise mutuellement. Alors là, je pourrais, c'est pareil, essayer toutes les possibilités de placer NREN sur N carré case. Et donc, ça fait encore beaucoup de possibilités. D'accord? Ça doit faire factoriel N carré divisé par factoriel N, factoriel N carré moins N. Et sinon, ce que je peux faire déjà, c'est que je me rends compte que comme les rennes prennent à l'horizontale, ça ne sert à rien de générer plus de rennes par ligne. Donc je peux déjà, pour chaque ligne, générer la reine de la ligne. J'en ai forcément une seule par ligne. Après, quand j'arrive sur une ligne, je sais que ça ne sert à rien d'en mettre une dans une colonne que j'ai déjà utilisée, puisque les rennes se prennent verticalement. D'accord? Donc après, je génère plus de rennes par ligne. Je saute les colonnes déjà utilisées, et puis si je vais comme ça du haut en bas, quand je place cette reine-là, je ne vais pas vérifier vers le bas, je n'ai pas de reine. Alors est-ce que je marque les cases qu'elle pourrait prendre? C'est pas tant que c'est obligatoire, parce que quand je vais arriver, on va le faire, peut-être je un peu de temps. Quand je génère une reine ici, je peux vérifier le nord-ouest, je peux vérifier le nord-est, et du coup, comme les reines se prennent mutuellement l'une l'autre, c'est à quoi si une reine peut prendre l'autre, c'est que l'autre pourrait prendre la première. Eh bien, juste en vérifiant que dans cette direction-là, ça suffit à vérifier que mon problème est bien construit. Et donc, zut, je triche. Je vous ai montré celui-là. Il ne fallait pas le voir celui-là. Rennes. Donc là, c'est pareil, je suis repassé par une classe. Donc j'ai mon échiquier ici. Ça c'est pour l'afficher. J'ai placé une reine. Si je suis arrivé à la fin, c'est bon. Et après, pour la ligne courante, donc là en fait je passe la reine de la ligne numRen. Si la colonne est déjà utilisée, je passe au suivant. Et puis sinon, alors là j'étais passé par copier l'échiquier. C'est pareil, on pourrait l'optimiser ça. Après, j'essaye ici jouer reine sur le nouvel échiquier. Allez, jouer reine, il est là. Donc je mets une reine sur le plateau, je vérifie le nord-ouest, je vérifie le nord-est, et j'ajoute ensuite la reine à colonne utilisée. Et là, vérifier nord-ouest, vérifier nord-est, c'est pour changer un petit peu, plutôt que de faire un return true ou false, j'ai fait une levée d'exception, dès que c'est pas possible. Du coup, ici, si ma vérification nord-ouest échoue, j'ai une exception, donc jouer reine échoue. Du coup, comme jouer reine échoue, là je vais avoir ici une exception, qui veut dire que là, je passe à la colonne suivante. D'accord? Voilà, et c'est pareil pour vérifier après. Donc, vérifier nord-ouest, vérifier nord-est. C'est faire remonter en diagonale nord-ouest. Donc, ligne -1, colonne -1.
Là, c'est en nord-est, c'est -1 colonne plus 1. Et évidemment, on vérifie qu'on ne déborde pas du plateau. Parce que si on déborde du plateau, eh bien, on s'arrête, c'est qu'on n'a pas trouvé. Non, et du coup, c'est que c'est correct. Donc, je ne lève pas d'exception. C'est si je trouve une reine, donc que je tombe sur un R, que je dois lever une exception. Et là, on est obligé de modifier Non. Bah non. Parce que quand je passe une reine, je ne modifie pas le reste. Il se trouve que là, je l'ai fait en copiant pour reprendre le principe de base, mais en fait, je pourrais l'optimiser sans copier celui-là. D'accord? On gagnerait certainement beaucoup de temps. Et donc après, alors comment j'ai appelé mon machin? Et échiquier, je crois, ça va être. Égale échiquier de 4. Et point placer reine, c'est ça, je crois. Print, alors on va faire un print. Et voilà le problème résolu ici pour un échiquier de taille 4. Alors il peut y avoir plusieurs solutions, hein, mais moi je m'arrête dès que j'en trouve une. Si vous voulez sur un échiquier de taille 8, voilà. Donc ça semble être toujours très rapide, hein, même si je monte à 12, voilà. Mais bon, c'est pas forcément. Il manque des reines. Non, non. Non, mais c'est parce que c'est affiché. Ah oui. Il manque pas de reine. Voilà. Et si j'essaye. Ah, il manque des colonnes. Vous êtes sûr? Ah, des lignes. Voilà. Là, on voit que sur l'échelle de taille 20, c'est déjà un petit peu plus loin. C'est des lignes qui manquent. C'est parce que c'est comme quand on tricote. Alors après, curieusement, on s'aperçoit que les carrés de côté impair donnent une solution beaucoup plus rapidement que les carrés de côté pair. Vous voyez, là, 20 j'avais toujours pas de solution, donc j'ai arrêté. 21, j'ai la solution assez rapidement. Voilà, et donc je reviens ici où j'en étais. J'ai quasiment fini. Hop. Ah zut, il fallait faire un F5. Voilà. Et donc en guise de conclusion, donc le principe général, c'est rechercher une solution par un parcours exhaustif, un mécanisme récursif, avec retour arrière si la prise mène à un échec. Et donc c'est en ça que, malgré tout, on ne saute pas de cas qui pourraient donner lieu à une solution. Hein. Quand je dis exhaustif, effectivement, on ne va pas tout tester, mais on est parti pour faire de l'exhaustif, c'est juste que dès qu'on se rend compte que quelque chose va mal, on revient sur la situation où on était, et après, on va générer d'autres cas à partir de cette situation-là, et chaque fois qu'on n'a plus de solution, on revient en arrière d'un niveau. Et puis donc, ça nécessite de détecter au plus vite les voies qui mènent à un échec pour rester efficace. On l'a vu que sur certains problèmes, vraiment, si je ne le fais pas, je vais avoir des trucs qui ne sont pas du tout gérables. Les difficultés, il faut maîtriser la récursivité. Et il faut faire attention aux modifications potentielles de l'état lors des appels récursifs. Donc c'est pour ça que par sécurité, on peut copier, même si c'est inutile. Comme j'ai fait dans le problème des NREN, c'est inutile de copier. Mais au moins, comme ça, on est sûr qu'on modifie, qu'on n'aura pas de problème. Il faut quand même faire attention à la profondeur maximum possible, sinon on risque d'avoir un max recursion depth qui va arriver. D'accord? Et puis ça peut être pas mal de savoir à peu près évaluer la complexité du problème qui se pose à nous. Et puis, je disais, et sinon, vous avez le droit de faire ça en prologue, parce que prologue, c'est typiquement fait pour ça. Et si vous voyez le problème du compte est bon, la taille du programme, hein, je peux vous la remontrer ici. Voilà, donc le problème du compte est bon, c'est tout ça. D'accord? Si je vous montre ce que ça donne en prologue,
Où est-ce qu'il est? Pourquoi je ne le vois pas? Ah bah si, il est là. Bah non. Non, non, mais pourquoi? Où est-ce que je l'ai mis? Compte et Varnonva. Ah bon, compte, il est là. Voilà. Donc, en prologue, hop. Voilà. C'est ça. Tout simplement parce qu'en prologue, le backtracking, c'est naturel. Dès qu'il y a un truc qui ne marche pas, hop, il remonte. Donc, j'ai quasiment rien à faire. Et après, les choses sont super simples. Donc voilà, là, j'ai le problème du compte est bon. Pour tout ce qui est backtracking, c'est vraiment le langage de choix. Et donc, un truc comme le compte est bon, moi, avant de l'implanter dans un langage impératif, j'ai pensé d'abord en prologue. Et après, du coup, le fait de le penser en prologue, ça m'a donné l'idée de le faire en itératif. Voilà. Bon, et après, on pourrait tout faire en itératif. Le problème des gratte-ciel, j'ai aussi fait, enfin, tout en prologue, j'ai fait en prologue. Les autres, j'ai pas eu le temps de les faire, mais ils sont tous très bien en prologue. Si vous avez déjà fait aussi comment ça s'appelle, logigraphe, vous devez reconstituer une figure en mettant, vous avez en ligne par exemple le nombre, la liste des blocs des cases noires consécutives qu'on a dans la ligne. Je sais pas si vous avez déjà fait ça une fois. C'est pareil, en prologue ça se fait très bien, j'ai géré toutes les possibilités. Et après, limite tout ce qui ne marche pas, voilà, il y a plein de choses qui se font super bien en prologue. Est-ce que tu pourrais rajouter sur le site, puisque je suis en train de faire la comparaison de différents langages, Ouais. là tu me demandais pourquoi est-ce qu'on va utiliser tel langage, et là ça permettrait de Ouais, comparer. Ben, je le rajouterai alors. Et puis sinon, toujours pour terminer sur la conclusion, je vous ai mis ici d'autres exemples qui viennent toujours du même numéro, là c'est le numéro 14 dans le jeu de stratégie. Donc les gratte-ciel que je vous ai présentés. Après, il y en a qui présentent différentes possibilités. Donc la bataille navale, ici vous avez un ensemble de bateaux à placer sur une grille, et ici vous avez le nombre de cases de bateaux pour chaque ligne. Donc là, vous savez qu'ici il y a 4 cases de bateaux. Et puis alors ici, on ne le voit pas bien sur l'exemple, c'est dommage, mais on va mieux ici sur les problèmes. Et bien là, on sait par exemple que je dois placer un bateau de taille 3, deux bateaux de taille 2 et 3 bateaux de taille 1. Et je sais que là, j'ai pas de bateau. Et là, j'ai des contraintes. Bon voilà, ça peut être un autre exemple. Alors celui-là, il est un petit peu différent, circuit. Ici, vous avez des bouts de circuit et vous devez faire un circuit qui passe par tous les bouts de circuit et par toutes les cases. Voilà. Démineur, bah, ça vous connaissez. Domino, plutôt je vais prendre ici quelques problèmes. Voilà, donc ici vous avez une grille, là vous avez la liste des dominos. Eh bien, il faut arriver à reconstituer les séparations pour savoir comment les dominos ont été placés pour remplir la grille. Voilà, donc vraiment, il y a plein de possibilités. Les haltères ici, vous avez des bouts qui correspondent à des haltères. Bah, à vous de trouver là où il y a des trous, dans quel sens il faut mettre les barres pour reconstituer des haltères. Ils vont en paire. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore? Muséum. Muséum ici, donc ici, vous avez le nombre de cases que vous voyez depuis ici. Donc là, je vois 3 cases, donc c'est forcément, je ne sais pas encore si c'est que je peux voir ces deux-là, ou je peux voir éventuellement ça, la case y compris. Donc là, ça peut être ces 3 cases-là, ou ces 3 cases-là, ou peut-être celle-là, celle-là et celle-là, voilà, etc. Et donc, il faut arriver comme ça à reconstituer les murs du musée. Voilà, donc ça vous donne encore plein d'idées de choses à faire. Et puis, sinon, bah, je vous avais mis ici au tout début les sites des éditeurs de ce type de logique, donc Smart Games, ThinkFun notamment, Fun Games qui vient d'en sortir, et là c'est tout récent, Fun Games, mais ça peut vous donner aussi d'autres idées, de choses à faire. Voilà, et moi j'ai fini, à moins que vous ayez des questions. C'est bon? Dodo?